Salut Christelle, Salut Jessica, comment tu vas? ben, ça va bien, Bah écoute, contente d'être là, bah ouais, je suis très contente de te recevoir aussi sur la chaîne. Merci d'avoir accepté mon invitation. avec grand plaisir. Euh, donc bah aujourd'hui, effectivement, on va parler de toi, de ton parcours et de tes pratiques thérapeutiques et d'accompagnement. Mais Ok, donc avant que je te donne la parole, comme d'habitude, je fais un petit mot d'intro pour les gens qui vont nous regarder et qui ne peut-être ne connaissent pas la chaîne. Donc ici, vous êtes sur l'annuaire du bien-être. Et donc c'est une chaîne YouTube qui est consacrée aux thérapeutes, aux coachs, aux accompagnants, aux personnes en tout cas qui agissent pour le bien-être ou le mieux-être des autres. Et qui souvent ont des métiers passion, des métiers qu'ils ont rencontrés dans leur propre parcours personnel au travers de leurs propres besoins. Et moi, ce qui m'intéresse sur cette chaîne, bah, c'est de mettre ces personnes en lumière, de leur permettre de parler de leur parcours, mais aussi de leurs pratiques, afin que les personnes qui éventuellement sont en recherche d'un thérapeute ou d'une pratique puissent bah, découvrir voilà, ce qui existe dans le monde de l'accompagnement, je dirais des thérapies douces et alternatives, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent, et souvent les gens sont un peu perdus. Savent pas toujours vers quoi se tourner ou vers qui se tourner. Et je trouve qu'une interview, ça permet vraiment de se connecter aux personnes, de se rendre compte de si cette personne va finalement vibrer avec moi, avec mon besoin, plus qu'un nom dans un bottin, avec trois lignes pour se définir. Donc voilà, j'ai eu envie de créer cette chaîne, donc ça elle existe déjà depuis 2023. Et donc, bah, voilà, régulièrement, j'invite des thérapeutes comme toi, Christelle, à venir parler de leur parcours et de leur pratique. Et donc, bah, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de toi. On est en Bretagne du Nord. Donc, nous deux, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça fait quelques mois seulement, via le Café des Entrepreneurs que j'anime ici dans la région du Trégor. Et, euh, et puis bah voilà, on a bien matché, on s'est bien reconnus dans nos parcours de vie et nos parcours d'accompagnement aussi. Et donc je suis très heureuse voilà, de pouvoir découvrir un peu plus aussi sur ton histoire. Donc sans plus attendre, je te passe la parole et donc je te propose déjà de te présenter pour nos auditeurs. Je te remercie. Moi, je m'appelle Christelle Collet-Maussan, donc l'histoire commence déjà là. J'ai un nom composé parce que j'ai été adoptée en 2023 à titre adulte, c'est des choses qui peuvent se faire, tout simplement parce que j'ai toujours mon papa, mais c'est mon beau-père qui m'a élevée, donc un jour j'ai eu le besoin d'avoir les deux noms de mes deux pères. Voilà. Voilà pour la petite anecdote perso. Donc j'exerce sous ce nom-là, Christelle Collet-Maussan. Donc comme l'a dit Jessica, on est en Bretagne, dans le département du 22, les Côtes d'Armor, et on est dans le Trégor, donc on est dans le nord du département. Après nous, c'est l'Angleterre. C'est ça. Mais on est dans une très belle région, la côte de Granit Rose, donc voilà, c'est un Ouais, petit ouais. paradis. Et toi, est-ce que ça fait longtemps que tu es dans la région? Alors moi, je me suis installée ici en mars 2019. Ok. Donc ça va bientôt faire 7 ans, pour mon plus grand bonheur. Et comme je dis souvent, pour que je retourne vivre en France, il faudrait me payer cher par mois. Je suis tellement bien dans le pays breton et je considère vraiment que c'est un pays, hein, chacun ses convictions, Hmm. que j'aurais du mal à repartir dans le reste de la France, on va dire. Ouais, Vraiment. je te comprends, je te comprends. Moi, ça fait moins longtemps que toi, ça fait à peine 2 ans, mais je me sens vraiment très bien ici. Et effectivement, beaucoup de gens ici disent la Bretagne, c'est un autre pays, ce n'est pas la France. C'est Et vrai. je trouve que ouais, on voit vraiment une scission quand même dans les modes de fonctionnement. Les gens sont beaucoup plus connectés à la nature et à son rythme. On en parlait cette semaine. C'est Donc c'est vrai. vrai que c'est une région un peu particulière. Et en effet, nous où on est, c'est vraiment très beau. Enfin, on a vraiment beaucoup de chance. C'est vrai. Et pour moi, ça a eu son importance parce que je suis médium de naissance. Mes dons ont été activés à mes 3 ans par mon arrière-grand-mère. Mais j'ai eu plein d'expériences dans la vie qui m'ont vraiment montré que j'étais médium et que c'était pas dans ma tête. Mais Mm. malgré tout, je n'arrivais pas à l'assumer. Il a fallu que j'arrive en Bretagne pour vraiment assumer ce don-là, Mm. comprendre que je pouvais en faire un métier et que même quelque part, ça serait bien pour les gens que je leur mette à disposition mes prédispositions. Mais ça a été très dur et ça a été vraiment possible qu'en Bretagne, quoi. J'ai vécu Mm. tellement de choses. J'ai eu vraiment l'impression d'être enfin rentrée à la maison. Alors après, chacun ses convictions, mais moi, je suis très connectée à mes vies antérieures. Donc, quand je suis arrivée ici, je dis, ah, ça y est, je suis de retour à la maison. Et ça a été vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup d'alignement, quelque part. Mm.
Et tout a commencé comme ça, des Ouais. synchronicités qui m'ont fait comprendre que oui, c'était juste et qu'il fallait que je m'installe. Moi, au Hmm. début, quand j'ai créé mon cabinet, donc je suis thérapeute quantique pour particuliers et je suis aussi thérapeute d'expansion pour thérapeutes et praticienne du bien-être. Et quand j'ai commencé, j'ai voulu mettre ma médiumnité un peu de côté pour dire coucou, je suis là, mais on me voit, mais pas trop. Bonjour le syndrome de l'imposteur, hein, comme tout le monde. J'ai testé pour vous, comme on dit. Et je me suis matriculée comme coach de vie. Ok. Alors, c'est une étiquette de. J'ai rien contre l'étiquette coach de vie. Il y a de merveilleux coachs de vie et j'en connais ici dans le Trégor. Simplement, c'était pas moi. On peut être plombier, mais pas forcément électricien ou inversement. Moi, je n'étais pas coach de vie. J'étais médium et déjà thérapeute quantique à l'époque. Et c'est des perceptions que, par sécurité, je voulais mettre de côté. Hmm. Comme évidemment, rien n'arrive par hasard et encore moins en Bretagne, je pense. J'ai reçu une synchronicité de fou. J'ai une amie qui a fait un barbecue et c'était un petit traquenard qui avait invité 3 copines parisiennes et les 3 copines, elles voulaient voir la médium, pas spécialement la mangeuse de brochettes. Et donc je n'ai pas mangé ni saucisse, ni brochette, ni merguez, ni quoi que ce soit. J'ai passé la journée à faire des séances de médiumnité dans le jardin Ok. avec ces 3 Parisiennes-là qui étaient là pour ça, mais tout le monde le savait sauf moi. Ok. Et à la fin de la journée, on m'a dit, bon, la coach de vie, elle a compris le message ou elle n'a pas compris le message? Et je me dis, ah, ok, donc c'était un piège. Et Ouais. c'était bien sûr pure bienveillance de leur part. Et j'ai changé mon immatriculation à peine 3 mois après m'être installée. Et là, les choses ont commencé, vraiment. Ok. Alors justement, c'est intéressant ce que tu racontes parce que en ce qui me concerne, je trouve qu'effectivement sur les terres de Bretagne, dès que on travaille avec le flow, hein, avec l'énergie, donc on Mm. appelle ça dans notre jargon le travail énergétique, il y a quelque chose de particulier ici qui s'active et qui se réaligne, qui bouge en fait. Pour toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont venues s'installer ici, qui viennent de partout en France, il y a vraiment eu comme quelque chose, comme un switch qui s'est opéré. Et moi-même, je l'ai vécu dans ma première année d'installation. Donc, du coup, si je comprends bien, si je lis bien entre les lignes, avant d'arriver en Bretagne, tu étais ailleurs en France. Et donc, tu ne faisais pas ce travail. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, justement, comment t'en es arrivé là et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu t'assumes pleinement dans cet accompagnement? Avant de m'installer en tant que médium et thérapeute, je t'aurais dit, oh, mon parcours, il est classique. J'ai été assistante de direction pendant 15 ans. Un jour, on me propose la direction de l'entreprise et je la refuse parce que je sens que je vais vraiment avoir un métier ancré dans la matière, un minimum de stress quand même, le téléphone tout le temps. On voit pas beaucoup d'humains. Quand on les voit, c'est pour des relations commerciales, donc ça me correspondait pas. Et donc, au moment où on me propose un pont d'or et vraiment une place avec voiture de fonction, enfin le salaire qui va avec, je dis non à tout ça. Donc mon entourage me dit mais tu t'auto-sabotes, tu te rends compte de ce que tu as refusé et je pars dans une région montagneuse, donc je pars en Isère à l'époque et je deviens agricultrice. Et là, Ok. je me connecte à la nature, mais plus. Alors que jusqu'à présent, la nature était importante, mais elle était là, comme l'eau dans les robinets. J'y faisais plus attention, tu vois. Et là, en Isère, ben, je travaille dans des champs, dans des noyeries, ça s'appelle. Donc, je deviens nucicultrice, productrice de noix. Je passe toute la journée sur mon tracteur avec 2 aigles qui me suivent sur toutes les lignées de noyers, avec des chevreuils qui m'attendent au bout des lignées, à ce qu'on appelle la chance. Là-bas, en Isère, c'est le bord du champ. Je rencontre tout un tas d'animaux que j'avais jamais vus en vrai. Et je commence à leur parler, je commence à avoir entre guillemets une amitié avec ces gens-là, si je puis dire, et je commence à comprendre qu'il se passe quelque chose. Mais pour moi, c'était tellement naturel que je j'y fais pas plus attention que ça, et donc ça s'intègre dans ma vie, mais ça devient quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. Je me dis mais donc je peux parler avec tout le monde, y compris ceux qui volent, et je me dis c'est une telle chance. Et donc pendant 2 ou 3 ans, je fais ce métier-là. Je conduis des engins agricoles plus gros que la maison. Je vis des choses incroyables et je fais des gâteaux aux noix et du vin de noix. Ça dure un certain temps. Pour des raisons personnelles, je dois quitter cette région et je fais un peu d'hôtellerie. Bon, ça m'a bien plu. Il y avait un bon contact au niveau humain. C'est sûr que là, je voyais du monde toute la journée, mais ça restait dans des relations commerciales. Quelques temps plus tard, je redeviens agricultrice, j'insiste, cette fois-ci dans l'élevage. Alors ça a été à la fois une expérience merveilleuse parce que je passais mon temps avec des bébés vaches, quoi, avec des veaux, des velles, c'était fantastique. Sauf que dans l'élevage, le but de l'élevage, malheureusement, c'est la boucherie et j'ai fait un déni terrible
de la destination de mon métier. À l'époque, je l'ai fait par amour pour une personne et j'étais un peu aveuglée par ça. Et encore aujourd'hui, je cherche toujours le moyen de me pardonner cet épisode de ma vie où j'ai été éleveuse de veaux de lait sous la mer. C'est comme ça qu'on appelait ça en Corrèze. Et donc, je m'occupais de mes vaches comme si c'était mes enfants. Pour moi, on était une grande famille nombreuse de 50 enfants. Et on avait à peu près, je sais pas moi, une vingtaine de veaux en roulement. Sauf que pendant 5 mois, je les papouillais, je les élevais avec un amour inconditionnel. Et puis, ben, mon compagnon me disait, le boucher passe demain. Là, ma vie s'arrêtait. Je restais couchée toute la journée. J'attendais que le veau passe et je mettais 10 jours à m'en remettre. Enfin, que le boucher passe, pardon. Et ça a été horrible. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en protocole avec ce que j'appelle des thérapeutes pour me remettre de ce que j'avais fait, pour me le pardonner. Et c'est toujours un chemin aujourd'hui parce que c'est tellement à l'opposé de moi. Comme quoi, par amour, eh ben, des fois, on peut faire des choses qui sont contre notre propre nature. Mais malgré tout, ça a eu un effet aussi inattendu, c'est que ça a renforcé cette communication avec les animaux et la nature. Vraiment. Vivre au rythme des saisons, bah là dans l'agriculture, c'est plus vrai que vrai. Et je me suis rendu compte que mes vaches me comprenaient, mais comme toi et moi aujourd'hui, et que je pouvais avoir vraiment des conversations avec elles. Moi, je leur racontais ma journée, mes joies, mes peines. Je leur faisais presque des thérapies quand le veau partait. Enfin, j'étais dans une forme de bonheur vraiment et d'extase avec les animaux et d'ambivalence par rapport à la nature de mon métier. Et j'ai fait des choses. Un jour, la veto me dit, mais je t'aime bien parce que depuis que tu es là, dans ton exploitation, tu as doublé les frais de veto. Moi, j'avais une vache qui éternuait ou qui avait un petit peu mal à une patte. Tout de suite, j'ai appelé le veto. Je prenais des soins, des cataplasmes, des machins. Et mon compagnon m'a dit, tu me coûtes très cher en veto. J'ai dit, mais oui, mais il faut qu'elle soit bien. Faut prendre soin d'eux, il faut les poupouiller. Tu vois, il y avait une grosse ambivalence, un côté merveilleux et un côté très souffrant. Ouais, j'entends. Ça me parle ce que tu dis par rapport aux vaches parce que j'ai une petite anecdote. Moi, je suis pas du tout de ce monde-là, mais mes parents sont normands et ma mère a été élevée par ses grands-parents et ses grands-parents avaient une ferme. Alors, je sais qu'ils faisaient plutôt du lait, du fromage, etc. Tu vois. Mais donc, moi, j'ai pas vraiment de lien avec l'agriculture. Mais la première année que je suis venue en vacances en Bretagne, donc il y a quelques années déjà maintenant, euh, je me suis retrouvée dans un gîte en pleine campagne où la propriétaire avait un chien et une chèvre, tu vois, et puis un grand terrain. Donc, c'était super parce que pour les enfants, voilà, ça permettait de pouvoir profiter de l'extérieur. Et c'est une période de ma vie où il se passait un vrai tournant au niveau professionnel pour moi, tu vois, je me sentais plus bien dans mon boulot à l'époque. Et donc j'étais vraiment là en convalescence, tu vois, j'avais vraiment besoin de me ressourcer. Donc j'avais passé une première semaine près de la mer où on avait beaucoup profité des plages, etc. Et là, on était plus dans les terres. Au bout de la rue, enfin du chemin qui menait à ce gîte, il y avait un champ de vaches normande. Et un jour, j'étais vraiment pas bien, je m'étais pris la tête avec mes gosses et tout, et donc je pars vers les vaches et je me balade le long de ce sentier. Et elles me regardaient, et tu sais, comme si elles étaient en train de me dire, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Et tu vois, et j'ai eu vraiment l'élan de tout déposer. Là, je me souviens, j'ai pleuré, j'ai vraiment nommé tout ce qui était lourd pour moi. Et elles étaient là et elles me regardaient et vraiment attentives. Et puis quand j'ai eu fini de vider un peu mon sac et puis que je me suis sentie plus légère, tu vois, elles sont bon, bah c'est bon, c'est terminé. Elles ont tourné la tête et elles ont vaqué leurs occupations. Et j'ai trouvé ça juste hallucinant en fait, tu vois. Je me suis dit, c'est comme si elles avaient véritablement apporté toute l'attention à ce que j'étais en train de vivre, autant sur le plan émotionnel que physique. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, je me sens pas particulièrement en connexion avec les animaux sur le plan de la discussion, mais c'est vrai que depuis ce moment-là, eh ben, j'expérimente davantage la connexion aux animaux. Un peu plus avec mon chat notamment. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, mais qui en fait sont déjà très très connectés et souvent les animaux viennent vers eux, ils savent pas trop pourquoi, etc. Donc je trouve ça intéressant que tu puisses en parler aussi parce que c'est une part de la connexion, je Ouais. dirais énergétique qu'on peut expérimenter. Il y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Je pense que les gens ont un peu peur de passer pour pour des tarés, Pour des perchés, mais ça comme on dit. existe. Ouais, voilà, ça existe.
Mais il y Donc a toi, beaucoup de tu... personnes qui vont voir les chevaux, tu sais, au bord Oui, c'est au vrai. bord des routes quand tu promènes, et on se dit, bah, le cheval, il était au bout du champ, et spontanément, il vient te voir, mais c'est pas Ouais, forcément pour voir une pomme. C'est parce que peut-être ils ont senti que dans nos vibrations, on avait besoin de réconfort, ou qu'on était tout simplement bienveillant. Et c'est donc, ça. l'animal, spontanément, il vient au contact, et il vient dire bonjour, quoi. Ouais, ouais, je trouve ça extraordinaire de pouvoir s'autoriser à vivre ce genre d'échange en fait avec les Ouais. animaux en liberté, c'est assez incroyable. Ok, et Oui. donc après cette expérience dans cette ferme, qu'est-ce que tu décides de faire du coup? Alors dans cette ferme, je devais être double actif et à l'époque, je voulais ouvrir un atelier d'artiste. J'étais peintre sur mobilier et donc je devais avoir cet atelier pour relooker les meubles des personnes qui voulaient changer de déco ou des choses comme ça et en même temps aider à la ferme quand j'aurais des creux dans l'activité. Et puis ben on a eu des soucis avec la famille de mon ex-compagnon, donc il a décidé qu'on allait tout vendre, que c'était le moment. Et depuis que je lui rabâchais les oreilles avec ma Bretagne, parce que j'étais déjà venue en vacances, donc j'avais déjà repéré les lieux, comme on dit, ben il m'avait dit, t'as eu une expérience en Bretagne, tu t'en remets pas, allez, c'est bon, on vend tout et on va voir ta Bretagne et on va s'installer là-bas. Et au début, on a cherché à acheter une ferme et puis finalement, c'était pas dans nos moyens. Il nous manquait quand même 200 000 euros pour valider le projet. Ça voulait dire déplacer toutes les vaches en camion. On nous a annoncé à peu près 10% de pertes au voyage. Bon, c'était juste inentendable. Donc, on les a vendus à des voisins bienveillants. On a tout laissé sur place, le matériel, etc. Et on est parti s'installer en Bretagne. Donc, voilà, le 1er mars 2019. Nouvelle vie, nouveau projet, nouvelle étape. Donc, moi, je continue à vouloir installer mon atelier de relooking de meubles. Donc, dans un garage qui est là derrière, on monte un atelier boutique. Il y a une belle pancarte où il y a marqué l'atelier des rêves. Sauf que je me trompe de rêve et que ma médiumnité me rattrape plus, plus, plus. Il nous arrive des trucs pas croyables dans la maison, des outils qui décollent du plan de travail. Et on regarde le tournevis et dit, ah, ok, on n'est pas seul. Enfin, des choses comme ça où on nous dit, ben, tu vas peindre des meubles toute la journée? Réfléchis bien. Enfin, tu vois, puis des anecdotes où les gens me disent, toi, quand t'as l'intuition, tu me tirerais pas les cartes par hasard? J'ai, mais d'où je tire les cartes, moi, voilà, c'était plein de petites choses comme ça jusqu'à ce fameux barbecue où là, je me suis dit quand même, bon, faudrait réfléchir. Et comme, allez, on va faire un peu d'humour, un bonheur n'arrive jamais seul. Comme je n'entendais pas les messages parce que j'étais totalement flippée, à l'idée de m'immatriculer comme médium, pour moi, je me disais, les gens vont me prendre pour une folle, je vais finir à Bégard avec un entonnoir sur la tête. Enfin, j'avais vraiment le cliché de Madame Irma et de tout ce qu'on peut dire. Je me voyais pas du tout avec un châle à franjouille autour de la taille. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi ce genre de choses. Et donc, j'avais vraiment très peur. Et donc l'univers s'est dit, elle entend pas le message, donc on va envoyer des expériences un petit peu plus grinçantes. Et je suis tombée malade du cœur. Ok. Donc là, c'était moins drôle. J'arrive en Bretagne, bienvenue en Bretagne, pof, allez hop, on va au bloc. D'accord? Donc j'ai été opérée 4 fois du cœur, pour des raisons différentes. En plus, c'était pas 4 fois la même opération. Et donc pendant 2 ans, entre deux opérations, j'ai été clouée à la maison avec un traitement très lourd où je Mm. pouvais plus faire grand-chose, hein. Porter une bassine de linge, c'était compliqué. Et donc pendant 2 ans, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu restes dans ton canapé, tu lis beaucoup, tu regardes des podcasts, tu réfléchis à ta vie, à ton destin, pourquoi il m'arrive ça, et tu te remets en question. Je me suis beaucoup fait accompagner, beaucoup, beaucoup. J'ai fait beaucoup de thérapie. J'ai commencé à faire des formations. Et je me suis dit, bon, quand même, j'ai mon intuition qui s'est développée, mais alors des fois, je me dis, mais il s'est passé quelque chose pendant une des anesthésies parce que ça s'est ouvert, mais est-ce que c'était les ondes de la Bretagne? Est-ce que c'était le fait de me rapprocher de Brocéliande? Enfin, dans le mental, tu cherches des explications, hein. Et je me suis dit, ben, c'était une étape de vie et ça devait se produire comme ça. Et puis, en même temps, manipuler des meubles, et puis des commodes, des armoires ou des petits tabourets, tu vois, il y avait tout gabarit dans les meubles que je repeignais. Je pouvais plus rester des heures devant un meuble, à le tourner, à le contourner, à le poncer, à le porter, à le peindre et rester debout sur mes deux pieds. Je pouvais plus être un artisan, clairement. En tout cas, pas un artisan du bois. Donc, je suis devenue un artisan de la lumière. C'est joliment dit. Quasiment tous les témoignages que j'entends de personnes qui
vont accepter de vivre leur, alors soit leur médiumnité, soit leur don, hein, ce qui leur a été donné dans les mains ou dans leur faculté de perception, etc., se produit souvent après voilà, un événement un peu particulier où il se joue quelque chose d'important. Donc pour toi, effectivement, ça a été cette maladie du cœur. Comment, comment t'appréhendais malgré... Parce que tout à l'heure, tu disais quand même en introduction que depuis toute petite, tu avais des perceptions. Est-ce que Oui. du coup, tu peux nous dire un petit peu comment ça a évolué pour toi en fait au cours des années, ces perceptions? Est-ce que tu as fermé puis ça s'est réouvert? Est-ce que finalement ça t'a toujours suivi mais que tu le faisais dans le silence? Quand j'en discute avec d'autres médiums, qui pour certains ont la capacité d'ouvrir et de fermer leur perception sur commande, aujourd'hui j'ai 50 ans, je sais toujours pas comment on fait, moi c'est branché tout le temps. Quelquefois je fais comme si, parce que quand je suis avec des amis ou en soirée, où j'ai pas du tout envie de savoir ce qui va arriver à la personne qui est derrière moi, donc des fois j'ai juste envie d'avoir la paix, mais moi je peux pas le débrancher, donc ça a toujours été là. Tout le temps, depuis toute petite. La première fois que ça s'est produit, j'avais 6 ans. Mon père devait rentrer du travail bloqué du dos, je le savais à l'avance. C'était mercredi, il fallait que j'aille à la sieste. J'ai dit à maman, je peux pas aller à la sieste, je dois guérir papa. Bon, mais il a téléphoné. Alors à l'époque, il y avait que les fameux gring, les vieux téléphones là. J'ai dit non, non, il a pas téléphoné, mais on m'a dit que je devais l'attendre et qu'on allait me dire comment le soigner. Donc ma mère, elle a pas trop compris. Tu vas à la sieste? J'ai dit non, non, j'irai pas à la sieste. Donc j'ai insisté. Mon père est arrivé une demi-heure plus tard à l'horizontale, complètement bloqué. Il s'est jeté sur le canapé. Et là, j'ai entendu, tu vas monter sur le canapé et on va te dire comment faire. Et on m'a demandé, avec le talon de mon pied, de le mettre dans une des côtes de mon père et crac! J'avais 6 ans, hein. Je savais pas du tout ce que je faisais. Mon père, il n'a pas eu le temps de dire, ne me touche pas, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas eu le temps d'avoir peur que c'était réglé. Il s'est levé et là, je me suis dit, oh oh, je vais me faire gronder. Et donc, j'ai filé à la sieste parce que ça faisait plus d'une heure que maman me grondait pour que j'aille à la sieste. Donc, je vais dans mon lit, la couette jusque-là. Je suis à la sieste, on me gronde plus. J'ai rien fait de mal. Et je vois mes parents arriver tous les deux avec de l'horreur dans les yeux. Comment elle l'a su, comment elle l'a fait, elle vient de le guérir alors que, tu vois, c'est l'incompréhension la plus totale. Et là, je me dis, ok, je suis pas comme tout le monde. Plus jamais mes parents me regarderont comme ça. Plus jamais, c'est pas possible. Et j'ai que 6 ans, hein. Mais t'as une seconde pour te dire ça, je veux plus le vivre. Et donc, je ferme tout. Je me dis, je vais devenir la nana la plus standard, l'enfant la plus classique qui existe. Et donc, je rentre dans le moule, bonne petite élève, des bonnes notes à l'école, je fais tout ce qu'on attend de moi. Je pars à l'opposé de ma nature profonde, hein, forcément. Ça a donné des conséquences tout au long de ma vie, parce que quand tu vas contre nature, c'est pour ça que j'ai été opérée du cœur. Hein. C'est pas forcément parce que j'avais le cœur brisé, c'est parce que j'ai été contre ma nature et que forcément, sentimentalement, entre soi et soi, ça marche pas. Ça a été des expériences comme ça. Plus tard, ado, je voyais des couples qui étaient complètement désassortis et je comprenais qu'ils étaient en couple avec lui parce que lui voulait d'elle et qu'elle était amoureuse d'un autre. Et Hmm. je disais aux gens, mais pourquoi tu vas pas en couple avec un tel? Ben, il veut pas de moi. Ben oui, mais c'est lui que tu veux. Ben, va lui dire, tu verras bien. Et donc, ça a provoqué des choses dans la vie des gens. J'ai commencé à faire un peu de la thérapie sans le savoir, à donner Hmm. des conseils. On venait vers moi tout le temps. Les enfants, les animaux, les cœurs blessés. Enfin, tu vois, Ouais, ça a tu faisais de commencé la comme ça. guidance, quoi. Tu faisais de la Oui, guidance pour aider les gens à trouver leur voie, leur chemin. c'est ça. Et moi, Ok. bien sûr, à l'époque, je savais pas que ça en était. Et je savais pas non plus que c'était des choses que je percevais parce que mes canaux étaient ouverts. Hmm. Et puis ben je grandis, je finis par être adulte et rencontrer des adultes. Je devine à l'avance qui va divorcer, qui est enceinte, qui va avoir un bébé, c'est une fille, un garçon. Donc je continue à recevoir des messages de mes perceptions et je continue à crier à la coïncidence. Et Hmm. tout mon entourage sait, mais n'en parle pas. Ils en parlent entre eux, mais pas à moi, parce qu'ils voient que je n'adhère pas et même au contraire que je suis complètement flippée. Donc Ok. et puis un jour, ça a des conséquences. Et un jour, je devine deux décès. Ok. Donc une personne pour laquelle j'ai pu intervenir, qui était motard, donc je lui dis ta moto, si tu la gardes, tu seras par terre tout le temps et un jour elle te tuera. Et cette personne finit par avoir un troisième accident très grave et me croit. Il me donne les papiers de la moto, les clés, il me dit vas-y, vends-la, dégage-moi cette moto. Sauf que la personne qui a acheté la moto dans un dépôt-vente est morte 15 jours après. Et dans mes prédispositions, comme je ne travaillais pas, la médiumnité, c'est comme un muscle, hein. Plus tu la travailles, plus elle se précise, elle Hmm. s'affine. Et moi, à l'époque, j'étais en rébellion, donc tu penses bien que j'avais pas les détails des histoires qu'on m'envoyait. Si je l'avais su, mais j'aurais mis le feu à cette maudite Eh moto, oui. là. Hmm.
Je n'avais pas le droit d'intervenir ni sur le destin de mon ami, donc je me suis mêlée quelque part, mais à l'époque je savais pas ça non plus, ni sur le destin de cet autre monsieur. Sauf qu'il Mm. était écrit qu'il allait trouver une moto pour pouvoir Partir. franchir les frontières de l'invisible et repartir de l'autre côté. C'était son destin. Dans les deux cas, ça me regarde pas. Mais j'avais pas toute cette Mm. éducation spirituelle à l'époque, et donc je vivais des choses qui étaient très violentes. Et Mm. l'autre personne à qui j'ai dit si tu t'en vas ce soir de cette pièce, tu n'y survivras pas, il est mort. J'ai Mm. pas pu le sauver. Donc à cette époque, je me dis, mes perceptions, Pas facile, quoi. c'est pas facile, c'est dangereux. L'œuf ou la poule, est-ce que j'aurais dû l'assommer, l'attacher sur une chaise? C'est ça. La question du libre arbitre, enfin tu vois, je vivais des choses très compliquées, les gens qui m'en ont voulu. À l'enterrement, j'en ai pris mais plein la figure parce que t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela, Mm. et pourquoi t'as pas insisté, pourquoi tu l'as pas séquestré? Enfin, on séquestre pas quelqu'un, c'est interdit par la loi quand même. Enfin, Mm. la première fois j'avais 17 ans, la deuxième fois j'avais 35 ans. Enfin, tu vois, j'ai Ouais, vécu ouais. des choses comme ça. Ça a dû te mettre face à des situations et des questionnements, toi aussi, dans ton parcours, en fait. De Oui, pourquoi on me donne ces informations? À quoi bon, finalement, si je peux pas intervenir? complètement. Et j'ai fini par me dire que c'était mal. Donc j'ai Mm. fini par me dire, je vais me mêler de ce qui me regarde et pas de la vie des gens. Ils sont grands, mûrs et responsables, ils vivront ce qu'ils auront à vivre. Et Mm. plus je faisais ça, plus on me disait, tu n'as pas compris. On te demande pas de te mêler de la vie des gens, on te demande de transmettre des informations et de laisser les gens en faire ce qu'ils veulent. Mm. Alors âme et conscience, c'est le cas de le dire. Ça, je l'ai compris que quand j'ai commencé à exercer. Donc ça a été tout un parcours où il a fallu que je fasse des choix. Je lui dis ou je lui dis pas. Tu vois, un jour, je rencontre une jeune femme dans une sortie. On fait une sortie, on va au restaurant. Et il y a un copain qui vient avec une inconnue pour moi. Je lui fais la bise et au moment où je la touche, je me vois dans 3 ans à l'enterrement de son papa. Ok. Bonjour, comment tu vas? Ravi de te rencontrer. Ton père va mourir dans 3 ans. Enfin, tu vois? Et là, Ouais. je me dis, mais pourquoi? Est-ce que Mm. je dois lui dire? Alors, pendant 3 ans, tout le temps, je lui disais, tu es proche de tes parents, ils sont en bonne santé, tu les vois souvent. Tu sais, moi, mes parents, régulièrement, je leur demande de faire un check-up médical. Ça paye pas de mine et puis ça peut peut-être aider des fois. Et je t'y sors des violons pendant 3 ans à cette dame. Et elle me dit, mais tu me parles tout le temps de la santé de tes parents et des miens. T'as un message ou quoi? Non, 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 du tout. Mais des fois, tu sais, quand on aime ses parents, faut s'en occuper un peu. J'avais l'air d'une andouille qui savait pas comment faire. Et un jour, elle l'a compris. Et un jour, elle me violente un peu oralement. Elle me dit, bon, maintenant, ça suffit, tu vas t'expliquer. Et donc, je lui dis ça. Mm. Et donc, elle en parle à son père, qui lui me croit et fait des tests médicaux. Et il se trouve qu'il a un cancer très avancé des poumons. Et 3 mois après, il n'était plus là. Mm. Mais c'était trop tard. Mm. Et pendant des Oui. années, je me suis posé la question, j'aurais dû le dire plus tôt, j'aurais pas dû le dire. Est-ce que cet homme, il devait partir, c'était pas à moi de m'en mêler? C'était terrible. Et donc là, je commence à me dire, il faut que je fasse quelque chose parce qu'il faut que j'apprenne à savoir ce que je dois en faire. Ouais, je comprends. Et donc, je commence à rencontrer des gens. Bien sûr, là, l'univers se dit, ça y est, elle est enfin prête à ouvrir. Et on m'envoie du monde qui est dans la spiritualité plus, plus, plus. Et on m'envoie des gens très perchés, vraiment très, très perchés. Bienveillants, pas des charlatans, hein, pas du tout. Mm. J'ai la chance d'être vraiment tombée sur de belles personnes. Mais alors, perchés plus, plus, plus. Ok. Dans mon club de moto que j'avais monté à l'époque, je rencontre une dame chez qui toute la déco est violette. Tout était violet, avec des franges, mais vraiment une vraie Madame Irma qui assume totalement le folklore qui va avec et qui aime ça et qui en est très heureuse. Et moi qui débute, je lui dis, tu es hippie? Et elle éclate de rire, elle voit ma naïveté et elle commence mon enseignement. Et elle me présente une autre dame, et là, c'est là que tout s'est enclenché. Cette autre dame était chamane, en plein cœur de Grenoble, hein, sur les hauteurs de Champs-Rousse, avec une vue magnifique. Elle m'assoit sur sa terrasse, donc les jambes pendues en bord de falaise. Bon, il y avait un grillage, hein, mais il n'empêche que. Et elle me dit, je vais t'apprendre à voir l'âme des arbres. Et là, je me dis, c'est tout ce qui me faisait peur, c'est tout ce que je ne voulais pas. Je vais toucher le fond. Ça y est, on est en plein folklore. Et bientôt, je vais me trimballer avec des plumes sur la tête. Et tu vois, un petit moment de panique. Et ça dure une demi-heure. Je regarde cet arbre, ces grands sapins qui sont en face de moi. Et il se passe rien, quoi. Et elle me dit, tu résistes. Donc elle me dit, c'est toi qui bloques. Et elle me demande l'autorisation de mettre sa main dans mon dos. Et au moment où elle me touche le dos, je commence à voir une fumée blanche tout autour de l'arbre qui va se dissiper et se transformer en énergie. Et à chaque fois que je regardais un arbre, sur commande, je voyais l'âme de l'arbre. Je voyais son aura. Et là, je me suis dit, il existe tout un monde que je ne connais pas et je veux savoir.
Plus jamais je veux que des gens meurent parce que je savais pas quoi faire. Et donc vraiment là, je lui demande de m'apprendre. Elle commence une initiation plus plus plus. Elle m'explique l'au-delà, comment ça marche, les dimensions. J'assiste à plein de conférences, je lis plein de bouquins et mon éducation spirituelle commence comme ça en Isère, en plein cœur de la Chartreuse. Comme quoi, les rencontres, hein, c'est essentiel sur un parcours d'éveil spirituel aussi parce que bah, ce sont des Exactement. guides sur le chemin en fait et la vie a prévu au fur et à mesure qu'on décide de laisser un peu de lâcher du lest, de lâcher prise et Ouais. d'accepter. C'est quoi ton expérience la plus peut-être la plus marquante dans ce parcours-là d'ouverture, etc. Enfin, ou plutôt alors soit une expérience marquante, soit qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, OK, maintenant, je me sens prête à jouer ce rôle de guide et d'accompagnant pour les autres avec cette médiumnité. C'est quoi le déclic pour toi? S'il y en a un, j'imagine qu'il y en a eu un, mais... ou En fait, peut-être il y en a eu plusieurs. plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Clairement, le tout premier déclic, c'est cette histoire d'arbre. J'apprends il n'y a pas que les humains qui ont une âme et une aura, que tout ce qui est vivant a aussi de l'énergie. J'apprends vraiment l'énergie dans la matière. En fait, tu vois, j'apprends tout ça. Et là, c'est tout un monde qui s'ouvre devant moi et je m'ouvre en fait à la réalité. C'est vraiment l'expression sortir de la matrice et de l'illusion, tu vois. Je rentre dans la vraie réalité et de ce que sont les choses. Donc, je suis vraiment en demande de plus, plus, plus. Ça a provoqué plein de choses. Un événement marquant, c'est qu'un jour, je suis en tant que SDS, on dit, dans le monde motard, c'est-à-dire un sac de sable. Donc je suis à l'arrière, je ne conduis pas. Enfin, en tout cas, pas ce jour-là. Et je commence à m'assoupir un peu. Souvent, en moto, je dormais derrière mon... J'étais tellement à l'aise sur une moto que souvent, je dormais. Et d'un seul coup, je me réveille et je dis à mon pilote, freine! Je hurle dans le casque, je dis freine! Et lui, ben, d'instinct, il a freiné. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, mon pilote était quand même un peu tête en l'air. Et sur le côté, il n'avait pas vu qu'il y avait une poussette qui était en train d'arriver, avec la maman qui poussait la poussette. Et on roulait tellement vite qu'on n'aurait jamais pu freiner, quoi. Et moi, Mhm. je dormais. Et dans mon intuition, je me suis réveillée. On a évité la poussette. 3 secondes après, je me suis rendormie. J'ai commencé à vivre des choses un peu abracadabra, tu vois, comme ça. Et je me disais, ah ça y est, ça commence enfin à avoir des effets positifs. Donc plus je vais me former et m'informer, plus je vais avoir une action positive dans la vie des gens, tout en leur laissant leur libre arbitre. Mais enfin là, entre me dire, est-ce que je laisse la poussette à te couper en deux ou pas, tu réfléchis pas. Tu évites l'accident, point barre. Dans des cas Mhm. comme ça, voilà. Et ça a donné plein de choses comme ça. Donc souvent, ça a été des accidents de voiture que j'ai pu éviter ou que Ok. j'ai pu minimiser. Ce même motard, je lui dis, un jour tu auras un accident avec une grosse voiture blanche. À l'époque, la sienne était noire. Et je vois une voiture qui percute une voiture par l'arrière. Et à l'époque, je croyais que lui allait percuter quelqu'un par l'arrière. Donc je lui dis Mhm. jour de pluie, problème de freinage, aquaplaning, percussion par l'arrière. Et en fait, il était à un stop. Il a vu une mamie s'endormir dans le rétro et elle n'a pas vu qu'il était arrêté au stop. Donc il a compris que c'était ce jour-là, que c'était ce que je lui avais prédit. Il s'est bloqué sur le volant et il a attendu l'impact. Mhm. Il a mis le frein à main, il a fait tout ce qu'il a pu, il s'est mis au point mort et il a eu 2 secondes pour faire tout ça, mais il a vu le rétro, il s'est dit, oh, mais il a vu que la mamie, elle était assoupie sur son volant. Donc il s'est préparé à l'impact et du coup, il a rien eu. Mhm. Dans ma prédiction, il devait avoir le coup du lapin et être enterré Mhm. 3 jours plus tard, tu vois. Donc j'ai commencé à me réconcilier avec mes dons. En me disant, ça n'a rien de mal, au contraire, tu peux t'en servir pour faire le bien. Et là, j'ai commencé à être en accord avec ce que j'étais. Puis Mhm. les gens ont commencé à percevoir des réactions chez moi parce que des fois, c'était tellement spontané. J'ai eu fait des belles gaffes aussi. Tu vois, de regarder une photo, de dire, J'imagine. oh, mais ce monsieur, c'est pas ton père. Et ça sortait tout seul. C'était Mhm. pas de la méchanceté, c'est Non. ma médiumnité. J'avais pas de levier, quoi. J'avais pas un élastique. Je dirais, reviens là, toi. Ça sortait tout seul. Donc il a fallu aussi que j'apprenne à contrôler ma spontanéité et ces élans. J'étais tellement surprise d'apprendre des trucs. Je regardais, je dis, on est d'accord, c'est pas ton père, le monsieur là. Comment ça, c'est pas mon père? Ben si, c'est mon. Ah bon, ah ouais, ben, mais tu ressembles plus à ta mère. Je me sortais comme ça, mais une fois que c'est dehors. Donc j'avais ce souhait de toujours canaliser, toujours être plus dans la maîtrise, pas dans le Mhm. contrôle, mais dans la maîtrise. Et ça a Ok. donné des expériences assez rigolotes. Un copain qui me dit, tiens, Charlie vient de sortir une moto jaune, c'est la première, elle me tente bien. Et je lui dis, tu as vraiment envie d'avoir une moto jaune? Et là, il me regarde, il me dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois poser des questions à ma femme? Ah ouais. Et là, je me dis, oups, je viens de deviner un truc sans en avoir conscience.
Ok. Donc je viens de lui dire, sans en avoir conscience, qu'il faut Tu qu'il lui as s'explique dit avec sa quelque femme. chose qui lui a permis, lui, de faire le lien avec son histoire. Et il en a discuté avec son épouse, qui effectivement n'avait pas fauté, mais déjà rencontré quelqu'un, qui se préparait à fauter. Ils en ont discuté, ils ont sauvé leur couple. L'adultère n'a pas eu lieu et aujourd'hui ils sont très heureux. Et alors, bah, du coup, aujourd'hui, comment tu utilises ce don que tu as? Comment est-ce que tu as eu envie finalement de ne faire que ça, c'est-à-dire finalement de recevoir les gens et puis de leur dire bah, ce qui pouvait être là pour eux ou répondre à leurs questions, ou est-ce que tu t'es un peu lassé de ça et que tu as eu envie que ça ait plus de sens? Ça a été quoi un peu ton... Parce qu'aujourd'hui, tu disais du coup que tu accompagnes à la fois les particuliers et les professionnels, donc avec probablement deux aspects un peu différents. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste et du coup comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Mais en fait, ça a été un chemin progressif, comme le reste. Au début, donc, je vais à ce barbecue et je rencontre ces trois Parisiennes qui me transforment un peu en tireuse de cartes. Donc le côté cartomancie commence comme ça. Et donc je commence à marquer médium cartomancienne. Mon activité commence comme ça, avec quelques tirages de cartes. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ma médiumnité m'a été donnée dans un but thérapeutique. Une personne vient me dire en guidance, est-ce que mon fils va avoir son bac? Je vais dire bah, qu'il travaille et il aura son bac. Je n'en sais pas plus. Est-ce qu'il va avoir son permis? Ben, qui travaille un peu sur son stress et il aura son permis. On me montre une photo, savoir si la personne est décédée ou pas. J'ai pas ce genre de médiumnité où je peux deviner tout et n'importe quoi. Et quelque part, ça me va bien. Donc quand les gens venaient se faire tirer les cartes, tout de suite, j'interprétais pour la personne en elle-même, pour son bien-être, et je voyais que je savais lire à travers les gens. C'est-à-dire que je regardais mon client ou ma cliente et je me dis, oh là, cette dame, elle a une grosse tristesse, il y a fort à parier qu'elle vient de vivre un deuil, elle le digère pas, et les cartes étaient mes complices quelque part dans la guidance qu'elle venait chercher. Et les clients me disaient ah ben je pensais pas que ça prendrait cette tournure là, je m'attendais pas à ça, c'est pas ce que j'étais venue chercher. Et donc là j'ai compris que l'univers me disait oui mais toi c'est ce que tu peux donner aux clients. Donc il fallait que je sache quel genre de cartomancienne j'étais. Ça a commencé comme ça. Et donc je me suis dit il y a un côté thérapeutique. Ben où est la thérapeute? Et il se trouve qu'en 2012 j'ai ouvert une agence matrimoniale sous forme de mise en relation. Et donc, je faisais des thérapies amoureuses, du coaching amoureux, pour les personnes qui voulaient être mises en relation avec d'autres personnes qui étaient simplement sur un listing. Et c'est moi, dans ma médiumnité déjà à l'époque, sans le savoir, qui, après avoir fait des interviews pour mes clients, lui, la femme de sa vie, c'était elle. C'est obligé, il n'y a pas à chercher. Alors que des fois, il n'y avait rien qui y accrochait. Hein. Et je savais. Et donc, je créais des couples sur listing comme ça, après des premiers rendez-vous, après avoir fait leur connaissance. Et ça marchait très bien. Sauf que après, ça a un peu cafouillé et c'est devenu plus une rencontre de date, tu vois, que vraiment amoureuse. Donc j'ai dit, moi, je vais pas tremper là-dedans et j'ai fermé. Mais déjà, c'était mes premiers cabinets de coaching. C'était le coaching amoureux. Et je me suis souvenu de ça. C'était en 2012. C'était il y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, mais quelque part, j'ai déjà été thérapeute. Et donc, si j'ai ces perceptions-là, si j'arrive à lire à travers les gens, donc une empathie plus, je me suis dit, pourquoi pas devenir thérapeute aussi? Et donc, dans les séances en cartomancie, je disais aux gens, il y a ça à travailler chez vous, la confiance en soi ou d'autres sujets, se prioriser, s'affirmer, faire des choix pour soi, ne pas s'abandonner en chemin, ne pas s'oublier, enfin, se recentrer sur soi, quoi. Conscientiser sa valeur, etc. Et ça a commencé comme ça. Mes premières thérapies ont commencé comme ça. Et dans mes premières thérapies, il y a un client qui me dit, vous avez des perceptions, vous avez dû vivre des moments un peu étranges. Et là, je pense à mon tournevis qui s'envole. J'ai dit oui, effectivement, il m'est arrivé des choses un peu rigolotes. Il me dit, bah, chez nous, tout disparaît, les lumières s'allument toutes seules, la télé toute seule, machin. Et donc, il me demande si je peux venir nettoyer sa maison. Nettoyage énergétique d'une maison, moi qui débute depuis quelques mois, je dis mais qu'est-ce qu'il me dit ce monsieur? Et je me décourage pas parce que moi je me suis jamais vraiment découragée. Et je lui dis bah écoute, tu seras mon premier client, mais je viens voir ce que je peux faire. Je te promets rien, mais je viens voir. Et quand j'arrive dans la maison, tout se connecte tout de suite. Je vois des gens dans la maison, je vois des gens décédés, donc je vois des âmes errantes, je vois une dame qui est coincée dans la cave, je vois le papa de son épouse qui est dans la chambre du petit, je comprends ce qui se passe, donc je me connecte aux enfants et à leurs difficultés, je vois les cauchemars des enfants. On aurait dit un film qui se déroulait et j'avais pas l'habitude de ça. Donc d'un seul coup, tout s'ouvre, mais plus, plus, plus. Je fais le nettoyage, ça dure 2 heures. J'avais quand même une petite sympathie pour ces gens parce qu'ils étaient devenus mes premiers clients, ils venaient régulièrement, donc on se connaissait bien.
je me remets le manteau, je descends, je prends mon sac de nettoyage, je mets la poignée sur la porte et je prends une décharge. C'est l'électricité statique. Et je me dis, je ne dois pas partir, le travail n'est pas fini. Et moi, je savais que son mari était arrivé du travail entre-temps, qu'il était passé par la cave et qu'il était en haut. Donc je savais qu'il y avait un homme à l'étage. Et j'entends, est-ce que tu peux venir voir? Et je regarde ma cliente, je lui dis, c'est pas la voix de ton mari, ça? J'ai dit, il y a un autre monsieur avec ton mari là-haut. Elle me dit, non, il est tout seul. Et je monte et en fait, il y avait son papa, qui est décédé depuis des années. Et là, tu me demandais tout à l'heure s'il y avait des faits marquants. Alors celui-là, c'est un des faits qui m'a le plus marqué depuis 5 ans que j'exerce. C'est qu'on arrive dans la chambre du petit, que j'avais déjà nettoyé, vérifié. Et là, la lampe de chevet est éclairée. Et là, je vois ma cliente qui tombe la face, qui devient verte de peur. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, c'est juste une lampe. Je dis, t'inquiète plus, on n'est plus dans le domaine où les lampes s'éclairent toutes seules. Elle me dit, t'es sûre? Elle me dit, va voir derrière la table de chevet. Et en fait, elle avait fait le ménage le matin, elle avait débranché toutes les lampes. Donc la lampe s'éclaire, elle n'est pas branchée. Et j'avoue que même moi, j'ai beau être médium, avoir vécu plein de choses, t'as la lampe dans les mains, t'as la fiche qui est là, elle est pas branchée, elle est éclairée, quoi. Même moi, ce jour-là, j'étais quand même pas tranquille. Et donc, je me suis connectée à la présence et j'ai compris que oui, c'était son père. J'ai dit, il y a un monsieur qui est comme ça, comme ça, comme ça. Ah, elle me dit, c'est mon père. Sauf qu'ils n'étaient pas réconciliés avant son décès. Donc, j'ai pu procéder à une réconciliation en plein milieu de la chambre, assis sur un petit lit d'enfant. Et c'était fantastique. Et je suis restée 1 heure de plus. Et tout C'est s'est enchaîné comme ça. Quelques années plus tard, on me demande si je fais des constellations familiales. À l'époque, je n'en faisais pas. Donc, je me suis dit, je vais me former à des outils qui vont me permettre d'aller plus loin. Mm. Je commence par me former à la lecture d'âme. Donc, dans les annales akashiques, la lecture d'âme, c'est un outil où l'âme de la personne va partir en visualisation et nous montrer des images, autant à ma cliente qu'à moi. Et dans la méthode que j'ai appris, j'aime beaucoup cette méthode-là parce que le client travaille autant que moi dans la réparation. Et moi, j'aime que les gens soient autonomes de leur transformation et Ouais. qu'ils puissent vraiment y participer. Ça, c'est important pour moi. Acteur, c'est important. Oui, plutôt que de recevoir une guidance de l'extérieur où tu reçois et t'en fais ce que tu peux, qu'ils puissent participer, vraiment Ouais. être dans le mouvement. Moi, je trouve ça très beau finalement pour la personne. Et généralement, mes clients sont contents aussi d'avoir pu... Mm. Guéris-toi toi-même, hein, c'est un peu C'est ça, quoi, ça. tu vois. Moi, je suis juste, tiens, voilà, tu y verras mieux. Et c'est tout, ça s'arrête là. Je transmets, en fait. Je suis vraiment une sorte de facteur. Voilà. Mm. J'aime bien cette image-là. Et donc, les annales akashiques, c'est un outil très puissant où on va poser une question au dossier personnel de l'âme de la personne. On appelle ça un dossier akashique. Une âme, un dossier. Et dans ce dossier est répertorié tout ce que la personne a vécu depuis l'origine de son âme jusqu'à aujourd'hui et même parfois des informations sur le futur. Donc, en posant une question et en lançant le client dans la visualisation, elle va peut-être me dire je vois un dragon en 3 têtes, je vois des chevaliers du Moyen-Âge, je me vois moi habillée en bonne sœur, je suis dans un couvent, j'ai fait vœu de chasteté, donc forcément elle a des troubles de la sexualité ou des choses comme ça. Et on peut arriver à guérir des schémas récurrents, des croyances limitantes, des blocages, des vies antérieures, des lignées familiales, de la vie fétale aussi, parfois ça peut arriver. Si la maman a subi un traumatisme pendant la grossesse, ça peut se reporter sur l'enfant. Et tant d'autres choses qu'on peut arriver à libérer dans ces séances-là. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux préciser quand, par exemple, tu parles de ça et que tu dis, voilà, on peut guérir, etc. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Parce que pour les gens qui nous regardent, il peut y avoir des gens qui sont très ouverts avec l'idée d'aller travailler sur toutes ces choses, mais il peut aussi y avoir des gens qui découvrent complètement et qui sont là en mode, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, cette dame-là? De quoi elle parle? Donc, est-ce que tu pourrais être un peu plus précise dans le processus? C'est-à-dire, c'est quoi l'idée, en fait? Pourquoi on va aller regarder dans les vies antérieures ou dans la lignée? Et quand ça se présente, qu'est-ce qu'on en fait concrètement dans une séance, en fait? Excellente question. En fait, en tant qu'être humain, incarné dans la 3D, on a un corps physique. C'est celui que vous voyez à la caméra, c'est mon corps physique. On a aussi 6 corps subtils qui nous entourent et qui vont constituer notre aura. L'ensemble prend à peu près 1 mètre cube tout autour de nous. Ces corps-là, qui ont différentes fonctions, vont réagir à différentes énergies que l'on transporte avec nous et qui nous viennent de nos vies antérieures ou de tout ce que j'ai cité précédemment. On va pouvoir, dans chacun des corps concernés, reprogrammer ce que la personne ressent ou déprogrammer les interférences qu'elle ressente. Quand on parle de guérison, il s'agit bien évidemment de guérison psychique ou énergétique. On ne va pas du tout utiliser les annales akashiques, ni les constellations familiales, ni quoi que ce soit pour guérir d'une maladie grave ou d'un bras cassé ou je ne sais quoi. Bien sûr qu'en agissant sur nos énergies, on peut provoquer des guérisons médicales par ricochet.
Et bien sûr qu'en faisant des soins énergétiques et en agissant sur nos énergies, si le corps développe des pathologies médicales et physiologiques, c'est parce que dans la matière, dans nos cellules qui sont elles-mêmes faites d'énergie, on a cristallisé des choses qui vont se transformer en maladie. La maladie, c'est le mal a dit. Dans le langage des oiseaux, ça nous a permis de comprendre bien des choses. Mais en aucun cas, dans mes méthodes à moi, on a la capacité de guérir médicalement des personnes. Nos pratiques, on nous appelle la médecine douce, c'est tellement vrai, sont complètement complémentaires avec la médecine allopathique, comme on dit. L'un n'empêche pas l'autre, et moi je rêve d'un monde où l'un ne va pas interdire l'autre. Jamais je dirais à quelqu'un, arrête ton traitement, tu vas aller mieux. Si vous tombez, alors je profite de cette vidéo parce que mes deux croisades, c'est le secret professionnel et les charlatans. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit t'as un cancer ou je sais pas quoi et je vais te guérir, surtout n'arrêtez pas vos traitements. Surtout. Oui, dans l'énergétique, on peut provoquer des guérisons, mais ça n'est pas le but. On va pas les provoquer dans la matière, on va les provoquer dans l'énergie. C'est-à-dire qu'un soin énergétique ou un protocole en anal akashique ou en constel va faire l'effet domino. Ça va donner des leviers qui vont vous mettre dans des dispositions différentes et où peut-être vous allez enfin vous rendre capable de guérir. Mais sans la médecine, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne faites pas ça. Parce que les charlatans qui vous disent abracadabra, guéri, tu seras, c'est faux. Je suis désolée, mais il ne faut pas tout mélanger et tout mettre dans le même panier. Donc pour guérir, il faut agir sur l'ensemble des corps. Le corps médical, le corps psychique, le corps émotionnel, les 6 corps subtils, tous les corps qu'on se trimballe avec nous tous les jours. Et c'est dans la complémentarité que la guérison devient possible. C'est important, merci d'avoir précisé ça, parce qu'effectivement, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aussi dans nos Oui, thérapies, parce que on a cette conscience que le processus de guérison, il se joue sur différents plans, et que finalement, on parle plus de guérison de l'âme et de son histoire et de ce qu'elle vient transmuter. C'est plutôt c'est une histoire ça. de transformation. Et c'est vrai Exactement. que par ailleurs, il y a des gens qui sont en recherche, peut-être, de guérison physique parce que bah, ils sont atteints de maladies. Toi-même, Mm. tu en fais les frais, donc tu sais aussi ce que ça peut coûter dans une vie que d'expérimenter des choses dans le corps. Moi-même, j'ai eu des problèmes de dos, etc. Donc oui, quand on est en souffrance physique, on aimerait trouver des solutions pour aller mieux, et ça existe. Il y a des choses qu'on peut faire pour aller mieux, que ce soit sur le plan physique ou sur les plans éthérés, mais tout ça, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est Il faut ça. travailler en bonne intelligence, j'ai envie de dire, et puis parfois, le parcours de l'âme, quand il expérimente la maladie, c'est quelque chose qui a du sens, même si on ne le comprend pas quand on le vit, et on peut Oui, pas aller interférer comme ça. C'est pas un jeu, quoi. On n'est pas en train de jouer à la roulette russe et puis oui. d'essayer de modifier ce qui est. Tu parlais de libre arbitre au début, et je pense que ça, c'est important aussi de le dire. On a Parfois, on a des perceptions qui nous permettent une plus grande compréhension, qui nous permettent de guider les personnes qui sont en recherche, en fait, bah, de trouver leur voie ou finalement, parce qu'il y a de l'incompréhension et qu'en tant qu'être humain, on a besoin de mettre du sens sur ce qu'on vit. Euh, mais en aucun cas, on a le pouvoir de changer la destinée de qui que ce soit ou de modifier les choses. Absolument. Et ça, c'est important aussi parce que du coup, c'est aussi ce qui nous fait de la mauvaise pub dans nos pratiques. C'est quand effectivement, il y a des gens qui vont se proclamer un peu avec voilà des casquettes particulières, etc. Et je ne dis pas que les miracles n'existent pas. Je sais que ça existe et j'ai été moi-même témoin de certaines choses inexplicables, mais ça ne nous appartient pas. C'est pas une histoire de. Il n'y a pas une personne qui maîtrise ça. Parfois, la vie décide que quelque chose doit se passer pour la suite. Nous, on est juste, comme tu disais tout à l'heure, hein, des canaux, en fait, pour pouvoir apporter une aide X ou Y en fonction de la situation. Et par ailleurs, le fait de travailler sur les plans subtils ne veut pas dire qu'on invalide ce qui se passe sur le plan physique, parce que bah, Au contraire. Au c'est contraire. complémentaire. Ouais. Et je fais une aparté sur des pratiques comme les magnétiseurs, par exemple, qui, oui, arrivent à guérir des zonas, de l'urticaire ou tant d'autres choses, mais ils vont ils vont, comment dire, ils vont intervenir dans l'énergie de la cellule qui est malade. Ils vont pas, abracadabra, cellule, tu te transformes. Ils vont favoriser une énergie plus positive dans l'énergie de la cellule qui va choisir de se guérir ou pas. En fonction de ce que vit le client, en fonction de ses croyances, de ses blocages, ou au contraire de ses libérations et de son intégration. Mais en aucun cas, on ne va transformer physiquement des personnes, quoi. Mm.
Alors, c'est vrai que tu as parlé aussi dans tes pratiques de constellation familiale. C'est quelque chose qui est un petit peu plus connu aujourd'hui, notamment parce qu'il y a une série sur Netflix C'est qui en vrai, le parle, chemin des et oliviers. Le chemin des Oliviers. Donc, c'est vrai que depuis, je pense que ça s'est un petit peu vulgarisé. Pour autant, tout le monde ne l'a pas forcément vu et tout le monde ne connaît pas forcément. Est-ce que tu pourrais du coup nous dire un petit peu en quoi ça consiste et à quoi ça sert? Et puis, dans quel cas on va avoir recours à ça? Et est-ce que finalement, on décide d'y avoir recours systématiquement ou est-ce que parfois, bah, ça se présente comme ça, à l'air de rien, dans une séance. Je ne fais pas référence à notre dernière séance, mais un peu quand même. Voilà, peut-être pour les gens qui se posent des questions, justement, qui sont interpellés, mais qui ont un peu peur d'y aller, ou qui peut-être ont des a priori, ou peut-être, voilà, sont juste dans le point d'interrogation de mais qu'est-ce que c'est que cette méthode et à quoi ça sert? Alors, les constellations familiales ou systémiques, parce qu'elles sont pas toutes familiales, par définition, on va intervenir sur un système qui est défaillant, ou qui grince un peu, ou qui dysfonctionne. Les systèmes, ça peut être la famille, ça peut être le monde du travail, ça peut être la société, ça peut être son rapport à l'argent, ça peut être des valeurs, des principes, ça peut être tout ce qui est dissonant dans la vie de la personne. Un peu de la même façon que les annales akashiques, les origines peuvent être différentes. Les vies antérieures, l'enfance, la vie fétale, c'est un peu les mêmes origines. Par contre, on va agir différemment. C'est-à-dire que dans les annales akashiques, la personne, elle est dans un état de conscience modifié, ça n'est pas de l'hypnose, mais elle est concentrée sur l'histoire que lui fait voir son âme. Alors que dans les constellations, on est assis à une table ou debout quand ça se fait en groupe, soit avec des personnes qui vont être ce qu'on appelle des révélateurs. Donc, Monsieur Dupont, il va jouer le rôle du grand-père, Madame Durand, elle va jouer le rôle de la voisine quand j'étais petite ou de la nounou, et elle va faire le rôle de ma cousine. Et le client, il observe la pièce de théâtre qui se joue devant lui ou devant elle, interprétée par le thérapeute, et on va faire une mise en mouvement des relations qui ont posé problème à l'époque pour libérer non pas les personnes dans la relation, mais ce qui a été souffrant. Et donc, on opère des libérations à travers la relation qu'a pu avoir le client à l'époque. Donc, on reprogramme énergétiquement on déprogramme en fait toute la souffrance qui a eu lieu dans ces relations-là ou dans des événements traumatiques. Moi, j'ai été formée à la méthode Bert Hellinger. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller faire des recherches sur ce monsieur-là. J'ai adapté cette méthode-là à ma façon parce que je voulais plus de liberté pour le client et être moins enfermée dans des cadres. Donc, dans la façon dont moi je procède, déjà, je fais des constellations en individuel, pas en groupe, parce qu'il y a des problématiques comme des viols ou des choses quand même un peu difficiles à exprimer en public, en groupe. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi, je me vois pas de dire ça devant tout le monde. Donc, j'ai fini par faire le choix de les faire en individuel, et je fais aussi des constellations à l'aveugle. C'est-à-dire que j'ai un joli petit panier avec plein d'objets dedans, tout coloré, des petits jouets pour que ça reste qu'on soit pas dans des trucs bien glauques quand même. Donc j'ai pris des petits jouets colorés pour mettre un peu de gaieté dans le processus. Et je vais demander par exemple au client de me raconter son histoire. Je donne une histoire inventée. Je viens parce que mes parents ont eu des commerces, ils ont tous fait faillite. Moi, je veux être commerçante à mon tour et ça y est, je fais déjà des faillites comme mes parents. Donc j'entends faillite, ne pas s'autoriser au succès par loyauté pour les parents, j'entends les parents et j'entends l'aspect du commerce. Et on va prendre un cinquième élément pour la cliente en elle-même. Donc dans son discours, j'entends qu'il y a 5 éléments que je vais poser en constellation. Donc je vais lui demander de me donner 5 objets, mais sans lui dire quoi. Et au fur et à mesure qu'elle me les donne, moi je mets mes éléments comme ça l'un en dessous de l'autre, et au fur et à mesure qu'elle pioche ces éléments, je vais marquer le petit renard, le dé rouge, le phare, le tracteur. Et donc moi je vais attribuer dans le hasard, dans l'ordre où elle aura tiré ses objets. Donc c'est déjà elle quand même qui attribue ces objets, mais elle ne le sait pas. Elle ne sait pas à quelle valeur ça correspond ou à quelle personne ça correspond. Et donc moi j'ai ça sur mon bloc-notes et je vais lui demander de placer ces objets sur la table qui est devant elle. Et déjà dans le placement des objets, on a déjà des réponses. Si elle se met là et qu'elle met la réussite là et qu'elle met l'échec planté juste à côté d'elle, ça confirme qu'elle s'autorise pas à réussir là où ses parents ont échoué. Donc on va aller réconcilier d'entrée de jeu les parents, on va remonter à la source, on va réconcilier les parents avec le commerce, peut-être avec l'argent, peut-être avec la réussite, sans interférer pour les parents. On va juste aller dire aux parents, je plante une graine, je vous invite à, plus tard, décédés ou vivants d'ailleurs, les parents feront le chemin ou pas. On n'est pas là pour agir sur les parents alors qu'ils ne sont pas là. Certainement pas. Mais en proposant une libération aux parents, on ouvre la voie déjà. Ensuite, on va intégrer pour la cliente
la loyauté qu'elle a envers ses parents. Et on va lui dire, vos parents, ils ont eu leur chemin. Peut-être que c'était bon pour eux de faire des faillites parce que ça les a amenés à quelque chose de vachement mieux. Mais ce qui a été bon pour tes parents ne fonctionne pas forcément pour toi. Donc on va l'autoriser à écrire sa propre histoire et à en discuter avec les parents. Encore une fois, décédés ou pas. Est-ce que ça va faire de la peine aux parents ou est-ce qu'au contraire, ils vont être fiers de toi? Qu'est-ce que veut un parent? Que tu échoues pour pas leur faire de l'ombre ou que tu réussisses pour qu'ils soient contents pour toi? Un parent bienveillant veut ton bonheur. Donc on va amener le client à voir les choses sous un autre angle de vue, à travers le positionnement des objets, qu'on va au final repositionner dans une forme de bienveillance pour tout le monde. Et là, la cliente, en partant, elle s'est enfin autorisée à réussir. Et donc, elle va peut-être s'inscrire dans une autre séance, puisque du coup, j'accompagne les pros, pour venir transformer son commerce et son alignement dans son commerce, voir ce qui est bloqué. Et comme la constellation va l'avoir libérée de l'échec, quelque part, et de la faillite, elle va être en capacité d'avoir une clarté d'esprit qui va l'amener à la réussite. Pour moi, c'est de la magie. Je ne pourrais pas t'en expliquer plus parce que dans les énergies, il y a tellement de possibilités et on a tellement des résultats qui sont merveilleux pour les gens. Moi, quand je fais une constellation, je ne pourrais pas faire une constellation à 22 heures le soir. Ce serait impossible pour moi parce que j'ai une telle joie, une telle énergie, j'ai des vibrations en sortant de séance qui sont tellement hautes, je serais incapable de m'endormir. Donc le dernier créneau est à 18 heures le soir pour que j'ai le temps de redescendre de cette joie que ça me procure de voir les gens se transformer dans cet Hmm. outil que du coup, je l'ai fait maxi 18 heures le soir, quoi. Sinon, Ouais. après, j'ai pas le temps de redescendre. Et Donc, c'est très transformateur. est-ce que tu as aussi les témoignages du coup de la suite de ces séances? Parce qu'évidemment, il y a ce qui se passe sur le plan de la séance. Là, énergétiquement, les choses changent et on voit déjà la modification, puisque ça, c'est palpable en fait, hein. Les objets bougent en fait et la relation là se voit. Mais du coup, il y a aussi bah, tout ce que ça va amener dans la matière éventuellement. Est-ce que du coup, tu as régulièrement des témoignages de tes clients sur ce qui a bougé dans leur vie ou est-ce que tu le vois de toi-même? Par rapport aux accompagnements que tu fais, comment tu le reçois toi ça après et comment les gens se rendent compte de la puissance de cet outil dans leur vie? Moi, j'ai une grande chance, et je remercie l'univers tous les jours pour ça. C'est que dans ma façon d'être thérapeute et dans mon cabinet, quant à Karma, on m'a donné la chance d'être, tu sais, le thérapeute de quartier qu'on appelle le thérapeute de famille. Ça, c'est une version de mon cabinet, mais je remercie le ciel tous les jours parce que dans mes clients, je connais des fois toute la famille. Parfois, je suis invitée à des anniversaires où tu vois, il se crée. Alors, je sais qu'on doit garder une distance avec son client, ça, je le garde à l'esprit. Mais malgré tout, il se crée parfois des liens où on me dit, ah, mais t'es arrivé ça. Tu sais, on avait fait ça il y a 6 mois, on en avait parlé. Et puis, ben, je pensais que tout était résolu, mais j'ai encore eu des cadeaux, j'ai encore eu ça. Et c'est des petits bonus. Ou quelquefois, les gens me disent, non, mais alors attends, je sors de la constellation le lendemain, coup de téléphone, bam, ça y est, tout est résolu, tout est réglé. Enfin, le directeur m'a téléphoné, ça y est, j'ai mon poste, je suis contente. Et moi, quand ça se produit, oui, c'est de la magie. Je me dis, c'est pas possible autrement. Il doit y avoir des magiciens là-haut qui tirent les ficelles ou j'en sais rien quoi. Mais ça peut avoir des impacts longtemps après, puisqu'une constellation, ça agit du premier jour et pendant encore 3 ans. Ça dépend aussi de l'intégration des gens. Il y a des gens, ils ont un rythme qui est plus lent dans l'intégration et c'est parfaitement respectable. Ne vous mettez pas la pression, hein, ça sert à rien. Donc parfois, ça peut arriver très rapidement et des bons gros résultats massifs d'un seul coup où la personne, elle me dit, tu connaissais pas un énergéticien qui va me permettre d'intégrer parce que ça arrive vite, c'était pas prévu, j'ai pas le temps de m'habituer au changement, que c'est un peu lourd, j'aimerais qu'on m'accompagne dans l'équilibre énergétique. Donc bien évidemment, je recommande mes thérapeutes que j'aime tant. Ça aussi, hein, c'est important d'avoir une pluralité des pratiques et des outils. Moi, je dis à tous les thérapeutes que j'accompagne, si vous en êtes encore à craindre vos concurrents, arrêtez. Ça n'existe pas, la concurrence. Personne ne fera comme moi ou comme une autre personne. C'est impossible. Parce qu'on ne peut être que soi à la fois. Donc, il n'y a pas de concurrence. Il y a juste une complémentarité de tout le monde. Et moi, je dis à les clients, ne va pas voir que moi. Par pitié. Va voir d'autres personnes pour d'autres raisons et va chercher les cadeaux des autres, quoi. Franchement, bon, je ferme la parenthèse. Je vais rebondir sur ce que tu dis quand même, parce que moi je trouvais ça intéressant que tu parles de cette complémentarité. Je te rejoins complètement. C'est aussi pour ça que cette chaîne elle existe et c'est pour ça que j'ai créé le Café des entrepreneurs. Je pense que
on est toujours, tu sais, on a un peu une culture du il faut être le meilleur, faut être la référence, tu vois, comme si il y avait un poste à atteindre là tout en haut, et puis finalement il faut monter les échelons, et puis une fois qu'on est là-haut, bah on est le super boss. Nous dans nos pratiques, et je pense que on est beaucoup à le vivre comme ça, on sait que on peut accompagner les personnes en lien avec ce qu'on est capable de pouvoir leur apporter de par notre expérience, de par nos outils, mais on sait aussi que parfois on est limité parce que bah, ce qu'il se passe pour eux ou le besoin qu'ils ont va aller chercher sur un autre champ et que cet autre champ, il est abordable par d'autres outils, par d'autres thérapies, par d'autres du coup thérapeutes et que c'est bien de pouvoir aussi aller explorer ces autres champs parce que c'est tellement vaste et c'est tellement relié. Enfin, moi je vois toujours la pelote de laine, tu sais, avec tous ces fils là à, à tirer pour enlever tous ces petits nœuds. Et il est évident qu'une seule et même personne ne peut pas accompagner une personne sur toute la durée de son chemin. Elle peut être Exactement. un phare dans la nuit à certains moments, pourquoi pas éventuellement sur une longue période, mais quand on s'enferme dans une thérapie quelle qu'elle soit euh, trop longtemps avec le même thérapeute, on finit de toute façon à un moment donné par tourner en rond parce que il y a d'autres espaces à aller explorer et tout l'intérêt effectivement de travailler ensemble, et nous c'est ce qu'on fait dans notre communauté, c'est vraiment de pouvoir dire, attends, là, tu as besoin, à mon sens, tu aurais besoin d'aller voir ce champ-là. Ce champ-là, moi, je peux pas t'y accompagner parce que j'en ai pas, j'ai pas les outils et c'est pas mon job. Mais par contre, je connais quelqu'un de super bien qui va pouvoir t'accompagner. Et donc, on se recommande les uns les autres pour travailler ensemble à ce que ces personnes puissent bah, trouver sur le chemin les bons outils, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ça, on le voit peu dans le monde médical, allopathique. Ouais. Tout le Mm. monde est le spécialiste de, mais et comme on ne voit pas la personne de manière holistique ou qu'on ne va pas chercher l'origine de la problématique ce type de médecine, et bah, du coup, on se retrouve très vite bloqué. Alors que si on travaillait ensemble, et moi je te rejoins aussi sur Ouais. cette illusion que peut-être un jour on arrivera à fusionner nos deux approches, Ça euh, arrivera. C'est certain. à mon sens, c'est essentiel parce que oui, on est un corps de chair et un corps de matière, mais on est aussi tout un tas d'autres choses plus Mm. éthérées, plus spirituelles, et d'agir sur tous ces espaces, c'est ce qui rend les choses le plus complémentaires possible. Donc, je te rejoins Complètement. complètement sur le fait de dire, voilà, c'est important d'aller explorer et d'aller vers ce qui nous appelle, et c'est aussi pour ça c'est important pour moi que vous, thérapeutes, ici, là, sur la chaîne, vous parliez de ce que vous faites et que vous puissiez donner un maximum d'infos parce que ça peut résonner, en fait, vraiment sur des problématiques spécifiques pour les personnes et en même temps, bah, aller, voilà, piocher un petit peu et voir. Alors, je dis pas qu'il faut tout essayer pour autant. Après, c'est un chemin personnel. Mais je crois que pour vraiment faire le chemin, il faut avoir cette curiosité aussi d'explorer, puis parce qu'on se découvre aussi au travers de ce chemin. Donc, merci de l'avoir de l'avoir amené. Alors, il s'agit pas de faire du tourisme spirituel et d'aller tester par curiosité, hein. C'est pas On est comme d'aller voir d'accord. un film au cinéma, c'est quand même quelque chose de sérieux. Oui. Et Il y a un enfin, en tant qu'au sérieux, engagement. en tout cas, il y a Ouais. un engagement, etc. Mais moi, il m'arrive en pleine thérapie de sentir qu'il y a un prochain sujet qui arrive. Et on me dit, alors quand je dis on, c'est soit mes guides en tant que thérapeute, soit les guides de mon ou ma cliente, qui me dit, ce sujet-là, toi, tu vas l'aborder sous cet angle-là. Et c'est pas ce qui est le mieux pour elle, alors que tu connais machine ou bidule, qui lui va aborder avec cet angle-là. Et c'est pile ce qu'il faut à cette dame-là. Donc pour ce chapitre-là, tu te mets en pause, tu lui demandes d'aller voir ce monsieur-là si ça lui correspond. Si, évidemment, comme je dis souvent, je propose et le client dispose, hein, Oui, systématiquement. Et ensuite, je demande à mon collègue s'il est OK aussi, parce que c'est pas moi de décider tout ça au final. bien sûr. Et souvent, les clients sont étonnés, ils me disent, vous m'envoyez voir un concurrent. Je comprends pas là. C'est pas un concurrent, c'est un confrère ou une consoeur. On est complémentaires. Et on me dit dans l'oreillette que c'est à lui, avec sa méthode à lui, d'appréhender cet aspect-là avec vous pour plus d'efficacité et pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, j'ai dit, moi, de quel droit je vais décider que je vous garde, que vous m'appartenez, que je vous séquestre dans le cadre de notre thérapie qu'on est en train de faire ensemble et que je vous empêche d'aller voir d'autres personnes? C'est juste un non-sens et Mm, c'est juste du charlatanisme. Ça porte un mm, nom.
Et donc, non, nos clients ne nous appartiennent pas. Oui, ils sont libres d'aller voir ailleurs, c'est le cas de le dire, parce que c'est complémentaire. Et puis parce qu'avec le même outil, pour le même sujet, la même problématique et le même client, comme les thérapeutes, on est des individus différents avec des vécus différents, on va l'aborder différemment. Et donc, Bien sûr. c'est de la diversité qui devient une richesse pour le client. Donc, je trouve que c'est important de mettre ça en avant. Et si tous les thérapeutes et assimilés, hein, chaman, druide, magnétiseur, guérisseur, tout le monde, si on le comprenait tous et qu'on fonctionne tous pour la bienveillance du client et pas par des peurs de perdre des clients. Pourquoi est-ce que les thérapeutes ont encore un peu de mal avec ça? C'est l'ego. C'est que peut-être dans leur cabinet, ça marche pas comme ils voudraient. Et je les invite à venir me voir parce que j'ai aussi des programmes pour ça. Petite parenthèse publicitaire, petite pause pub. Et ben franchement, s'ils arrivaient à trouver leur alignement dans la confiance, c'est pas nous qui choisissons les clients. On peut communiquer sur les réseaux, on peut avoir un site formidable, on peut faire ce qu'on veut. La répartition au niveau de la clientèle se fait au niveau de l'univers. Elle fonctionne comme ça, elle a vécu ça, donc je vais y envoyer Madame Untel, elle va parfaitement comprendre et elle va l'accompagner. Par contre, ça, elle n'a pas d'enfant, par exemple. Moi, j'ai pas d'enfant. Donc, quand il y a certaines problématiques, si ce sont des problématiques spirituelles, sur des problèmes liés à une fausse couche ou un avortement, oui, c'est ok. Mais si c'est est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais rester libre? Est-ce que je dois en avoir? Est-ce qu'il faut? Peut-être qu'on va envoyer voir une autre dame qui a des enfants et qui s'est posé les mêmes questions. Moi, je me suis pas posé les questions, j'en ai pas eu, point final. Donc, selon les problématiques, d'autres thérapeutes ou moi sauront mieux que d'autres thérapeutes ou moi. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, personne n'est lésé. Si tout le monde s'envoyait des clients pour le bien-être du client, c'est ça qui compte. C'est pas nous. Nous, là, on a fait des formations, on est un charlatan ou quelqu'un de compétent, le débat est clos. Et donc, pour nos clients, on est soit bienveillant, soit on met les gens sous emprise. Ça aussi, l'univers va se charger de s'occuper de ceux qui font de la mise sous C'est emprise. ça, le karma sur Malheureusement, il y ça. en a. Donc, c'est pas notre job non plus Oui, d'aller dénoncer à tout va. Mais n'empêche que on est tous là pour le bien-être du client. Et je pense que c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Et je fais un gros cœur autour de ça. Parce que c'est la base. Et c'est ce qui compte. La déontologie, l'alignement. Un thérapeute qui va jamais voir un thérapeute qui travaille pas sur lui. Moi, je vais bien, j'ai tout compris, je sais tout, mieux que tout le monde, et je vais jamais m'allonger sur le divan d'une copine ou d'un pote. Au secours, quoi. Fuyez, fuyez. On parlera des transferts, on parlera de la confusion, on parlera de plein de choses qui sont pas alignées pour le client. Donc, que ce soit un thérapeute qui débute ou un thérapeute confirmé depuis des années, on doit aussi s'occuper de nous, de notre psyché, de notre bien-être, de notre équilibre, pour exercer dans de bonnes conditions. Tout ça, ça donne une complémentarité. Moi, combien de thérapeutes je consulte, toi et d'autres, que j'ai vus, parce que j'avais aussi des besoins. Derrière la thérapeute, il y a l'humain. Et ça, si on l'oublie, je trouve que c'est dangereux. Non, on a tous besoin les uns des autres, ça c'est une Oui. certitude. Et on est tous complémentaires. Mon Dieu, c'est ça qui est merveilleux chez l'humain. S'il comprenait la complémentarité qu'il a, franchement, ça serait vraiment, ça serait merveilleux. Mais ça arrive, c'est en train de s'installer. Le Covid a lancé plein de choses, c'est en train de s'installer. Donc, on est encore un peu entre l'ancien monde et le nouveau monde. On est encore dans les énergies de 2025 et 2026 qui s'installent. On est vraiment dans la dualité. Là, pour le coup, on l'a voulu, on l'a eu. Mais c'est en train, il y a de belles choses qui sont en train de s'installer. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et les consciences sont en train de s'ouvrir. Donc, on va bientôt respirer un peu mieux d'ici peu. Ça, c'est la bonne On nouvelle. y croit, on y croit, on est en plein On y dedans, on croit y et croit. on patiente en attendant. Et du coup, je reviens à la question que tu m'as posée tout à Oui. l'heure. Je me suis un peu égarée du sujet. Est-ce que j'ai des nouvelles après les annales akashiques ou les constelles? Oui. Comme je suis un peu un thérapeute de famille, j'ai cette chance que les gens me donnent des nouvelles. Ça, pour moi, c'est merveilleux parce que bien évidemment, selon ce qui va se passer en séance, je vois tout le déroulé de la vie après. Je ne le dis pas parce que c'est à la personne d'aller créer son destin, mais je vois certaines choses et je me dis, est-ce qu'elle va aller par là? Est-ce qu'elle va aller par là? Est-ce que ça va donner plutôt ça ou plutôt ça? Et moi, j'aime les gens. J'aime l'humain. Et donc, je me dis, quand même, j'aimerais bien savoir. C'est pas de la curiosité, c'est de l'intérêt pour la personne et la transformation et la couleur que ça va prendre. Et donc souvent, je dis aux personnes, si vous avez la moindre difficulté, parce que les protocoles sont quand même assez impactants, ils sont aussi un petit peu énergivores, donc je leur dis parfois, si le lendemain vous vous rappelez plus quel jour on est, vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut le temps d'intégration, et ça c'est propre à chacun. Et donc je demande des nouvelles.
on me répond pas, libre arbitre encore une fois. Mais souvent, je leur dis s'il y a le moindre inconfort, une chose que vous n'avez pas compris après coup, après la séance ou après avoir dormi dessus le lendemain, et que vous voulez me contacter, je reste disponible sur WhatsApp entre chaque séance. Ça, c'est primordial aussi, de pas laisser là. C'est une espèce de service après-vente, je le dis en plaisantant, mais c'est tellement important de ne pas laisser le client partir tout seul chez lui, je suis plus là. Et donc, s'il y a le moindre inconfort, le moindre questionnement ou des choses qui ont été mal interprétées ou je ne sais quoi, c'est important de donner l'espace au client de pouvoir revenir vers moi en dehors des séances, donc gratuitement, bien évidemment, et d'obtenir un complément d'information. Et ça fait partie aussi de l'intégration, parce que pendant la phase d'intégration, il peut y avoir vraiment tout un questionnement, et quand on n'a pas les réponses, on reste dans le flou. Le flou énergétiquement, c'est contre-productif et ça sert à rien. Donc du coup, Mhm. en étant disponible pour mes clients, j'ai des nouvelles dans ce cadre-là. Et Mhm. je suis très contente. Je remercie mille fois mes clients quand ils me donnent des nouvelles. Alors certains me disent spontanément, parce qu'ils sont très sympathiques, ah mais je vous donnerai des nouvelles, je vous dirai comment ça se passe. Et moi je me dis yes, merci, 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 c'est trop bien. J'osais pas le demander, mais c'est trop bien. Donc oui, Mhm. j'ai des clients qui sont très très sympathiques et Mhm. j'ai la chance d'avoir des clients formidables et depuis 5 ans, je me suis plus jamais réveillée avec le réveil le matin. C'est super. J'ouvre les yeux, je prends le téléphone, je dis alors on reçoit qui aujourd'hui? Oh trop bien, on va faire ça. Oh trop bien, on fait ça. Et je ne travaille plus. Depuis 5 ans, je ne Mhm. travaille plus. C'est un vrai métier passion et je me dis pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. C'est ça. Voilà. Parce C'est la grande que question. c'était, voilà, il fallait ce chemin pour en arriver là. Est-ce que tu peux nous en Complètement. dire un petit peu pour terminer sur la partie accompagnement des thérapeutes, ou du coup, qu'est-ce que tu proposes en fait, et dans quel cadre, du coup, les personnes qui sont déjà installées ou qui sont en train de s'installer pourraient avoir recours à tes services? Alors, bah, comme le reste, c'est venu de manière progressive. C'est-à-dire que au départ, j'ai des clients que je connaissais depuis un certain temps, qui sont venus à mes conférences, qui sont venus faire des formations sur la confiance en soi, etc. Du jour au lendemain, on me demande d'aider un artisan dans l'exercice de ses fonctions. Il me dit, moi j'ai trop de devis, j'y arrive plus, l'entreprise, les clients me téléphonent, je peux plus répondre, je suis totalement dépassée par les événements et j'y arrive plus du tout. Donc je suis intervenue chez ce monsieur-là, on a restructuré son entreprise et j'en parle à une autre personne en disant, ah ben votre mari il est artisan, il est perdu, mais j'ai déjà accompagné un artisan, c'est peut-être quelque chose que je vais rajouter dans mon activité, pourquoi pas? Et donc j'ai des artisans qui viennent me voir. Comme ça, il s'ouvre un espace pour les artisans. Une commerçante vient apprendre ça, il me dit, et les commerçants, on n'y a pas droit, non? Je dis, mais bien sûr que si. Et je commence à accompagner les commerçants. Je me dis, tiens, c'est quand même étrange qu'une médium fasse des audits pour des commerçants ou des artisans, mais je me dis, ça c'est l'humour qu'ils ont là-haut, et moi je dis oui, ok. Et puis un jour ça se tasse, et je comprends qu'en fait on m'a préformé à l'accompagnement de personnes professionnelles. Donc je comprends qu'on ouvre à une autre forme de clientèle. Et là, je me dis, je suis thérapeute, j'ai bien galéré parce que j'ai fait ma têtue et j'ai voulu commencer toute seule pour prouver au monde entier que je pouvais y arriver toute seule et je ne pouvais pas y arriver. J'ai fini par me faire accompagner par des personnes que j'ai trouvées sur Internet. Mon premier accompagnement a été formidable. Ça m'a coûté une certaine somme, mais franchement, ça m'a donné 30% de plus sur mon chiffre d'affaires, donc j'ai pu aider plein de gens en plus. Le deuxième accompagnement, je me suis fait arnaquer, très clairement. Ça m'a vidé le CPF et ça m'a servi à rien du tout. Donc j'ai lu un peu amer, mais ça fait partie des expériences. Et donc ça m'a donné une certaine culture de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit pas faire. Et donc j'ai commencé à créer des accompagnements pour les thérapeutes, soit qui ont le projet de s'installer et qui veulent et qui sont pas têtus comme moi et qui préfèrent se faire accompagner pour que l'installation se passe bien et puis pour des raisons financières, pour avoir des clients tout de suite, pour pas avoir cette peur et cette angoisse du revenu et des fins de mois. Tout le monde n'est pas double actif. Certains arrêtent une activité pour ouvrir un cabinet ou un salon. Hein. Ça peut être des thérapeutes, des esthéticiennes, des masseuses, tout praticien du bien-être, hein, spirituel ou pas, c'est ouvert aussi. Mais certains vont se dire, oui, mais comment on fait? Moi, la gestion d'une entreprise, la gestion d'un salon, d'un cabinet, les réseaux sociaux encore moins, et malheureusement, ce qu'on appelle le marketing et la stratégie d'entreprise. Alors, il ne s'agit pas d'être calculateur et de tout anticiper, il s'agit d'être clair avec soi-même et de définir le client qu'on veut attirer, ce qu'on veut faire pour les gens, qu'est-ce qu'on est prêt à exercer ou pas. Moi, ce que j'appelle stratégie d'entreprise, c'est plus une forme d'alignement avec soi-même, ce qui nous anime, et pas le mental. Oh, les constellations familiales, c'est à la mode, allez, je vais me faire former, je vais en faire. Si ça t'attire pas, pourquoi tu fais des constelles? Et quels seront les résultats que tu vas obtenir dans les constelles si c'est pas ton truc? C'est pas parce que ça rapporte, et je déteste ce mot, que tu dois le faire. Peut-être qu'il y a des choses qui vont
nourrir ton compte bancaire aussi, et ton besoin d'aider tes clients, sans forcément faire ce que tout le monde fait, ou des trucs à la mode, ou rien que l'expression faire des choses à la mode, je vois pas l'alignement là-dedans. Donc c'est en ça que je vais accompagner les thérapeutes, c'est la première chose qu'on va vérifier, c'est ce pourquoi ils se prédestinent, si c'est dans le cœur, ou si c'est dans le mental. Donc on déconstruit tout ça, on va construire ce qui vraiment va les animer, parce que quand tu fais quelque chose qui t'anime, il y a qu'à me regarder pour comprendre que forcément, ça va impacter en positif le client. Si tu fais un métier passion, le client il va avoir les résultats qu'il mérite, et si tu fais un métier dans le mental, bon, ben t'as un métier comme tout le monde, quoi. Mais moi je me dis, à ce rythme-là, autant aller empiler des boîtes à l'usine. Chacun, c'est sa C'est façon vrai. de voir les choses. Mm. Donc ça va être, on va commencer par ça. On va vraiment vérifier l'alignement du client, voir s'il est au bon endroit, voir s'il a structuré son entreprise de la meilleure des manières, ou si tout a été fait dans le mental, et auquel cas, on détricote et on reconstruit derrière. Mm. Ensuite, il va y avoir, en fait, c'est 5 sessions de Oui, libération et j'allais te d'accompagnement. demander un peu la durée et le temps que ça peut prendre. Mm. J'ai créé 5 sessions. C'est un accompagnement global que j'ai appelé potentiel. Le client n'est pas obligé de prendre l'accompagnement complet. Bien évidemment que la personne qui veut prendre les 5 sessions, et je fais une petite promotion sur l'ensemble, mais il n'y a aucune obligation parce que tout le monde n'a pas besoin de libérer le syndrome de l'imposteur, qui est une des sessions. Tout le monde n'a pas de problème avec son rapport à l'argent. Ça aussi, c'est une des sessions. Tout le monde n'a pas une perte de confiance en soi. Il y a des personnes qui ont trouvé leur légitimité et qui ont juste pas la clarté de leurs prestations ou de leur prix, autre chose, mais tout le monde n'a pas les mêmes choses à travailler. Donc, j'ai décidé de le découper en sessions individuelles pour que chacun puisse piocher selon ses besoins. Donc, ces sessions-là sont au nombre de 5. On prend le temps, c'est-à-dire que c'est des demi-journées à chaque fois. Je ne prends pas de clients après. Donc, si j'ai une session professionnelle, je ne prends pas de clients particuliers. Comme ça, on n'est pas à regarder la montre. On est libre vraiment dans le temps et dans l'espace, si je puis dire. Les sessions, la première, donc ça va être l'alignement de la personne. Donc ça, c'est un audit complet de l'entreprise et de la posture en tant que thérapeute ou praticien du bien-être. On va voir également le rapport à l'argent. Deuxième session, c'est hyper important. On va voir la confiance en soi, qu'elle soit pro ou perso. Quelqu'un qui n'ose pas se mettre en avant, qui n'ose pas se montrer sur les réseaux, qui n'ose pas parler d'elle, de ses pratiques, et qui se dit je suis débutant, je suis pas compétent. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut régler. Parce que si la personne elle a eu l'idée de s'installer, c'est que son cabinet il est légitime et qu'elle a sa place. Il ne faut pas oublier que les clients nous sont envoyés par l'univers, pas par nous, et qu'on nous envoie les clients qu'on est capable de traiter à l'instant T. Si une dame a besoin d'une libération hyper impactante, hyper profonde, et qu'en tant que débutant, on fait des libérations différentes ou un peu plus de surface, on va vous envoyer quelqu'un qui débute son chemin spirituel ou en développement personnel. Quelqu'un qui exerce depuis 10 ans et qui est entré dans le quantique, comme moi je l'ai fait il y a 1 an ou 2, on se dit cette dame, elle a déjà vu d'autres personnes, elle a déjà travaillé sur elle, elle est prête à vraiment atteindre les profondeurs et à aller plus loin. Et peut-être qu'on va les envoyer à toi, à moi ou à d'autres personnes qui ont des pratiques plus poussées, on va dire. Et donc, c'est pas à nous de décider ça. Donc, il faut pas s'en faire pour ça. On vous enverra les clients que vous pouvez traiter. Vraiment, libérez-vous de ça. La confiance, elle commence comme ça. Donc, on va voir ce genre de croyances limitantes qu'on va dénouer. Donc ça, c'est les 3 premières sessions. Et ensuite, il va rester une session pour libérer le syndrome de l'imposteur. Donc justement, des personnes qui vont pas se sentir compétentes, qui vont être troublées parce qu'elles débutent et que vont penser les gens. Donc les aider à trouver leur légitimité. Et la dernière, c'est pas souvent l'art préféré, mais elle est quand même hyper importante, c'est la communication. Que ce soit sur des supports papier ou sur des supports digitaux, les réseaux sociaux, la page Google et d'autres schémas. Donc ce qui est important, c'est de savoir un minimum comment communiquer sur chacun d'entre eux. Ça, c'est vraiment la base. Donc je leur donne le minimum, la base, pour qu'après ils puissent trouver vraiment leur touche personnelle. Et je leur explique la complémentarité entre tous ces supports. Ça aussi, c'est hyper important. Parce que parfois on se dit je mets tout sur Insta ou je mets tout sur Facebook parce qu'on connaît que Insta ou on connaît que Facebook. Quel intérêt d'aller sur TikTok? Est-ce que je dois aller sur LinkedIn? Il y a plein de questionnements. Et donc ils savent pas trop par quel bout le prendre. Alors moi, je leur donne un tronc commun qui est vraiment une méthode simple et efficace, qui a très bien marché pour moi. Et ensuite, ils vont s'adapter en fonction de leur goût, leur couleur, leur choix et leur adhérence. Facebook, pas Facebook, c'est propre à chacun. Mais il y a des choses comme la page Google, par exemple, dont on ne peut pas se priver. Le site internet, il y a des écoles qui vont dire ça sert à rien, il y a des écoles qui vont dire sans site internet, tu n'existes pas. Il y a des choses à savoir. Et donc, on va aussi aller analyser leur communication. Quand on pense à un truc tout simple, les cartes de visite,
Combien vont vous dire, ne faites plus des cartes, ça sert à rien. Bah si, ça sert à quelque chose, les cartes de visite. Moi, quand j'ai une cliente qui me dit j'aimerais bien vous envoyer ma sœur parce que elle a besoin de libérer des choses, les mêmes choses que moi, mais à sa façon, bah, je lui donne une carte de visite, je dis bah, donnez-lui ça, elle ira voir mes supports, elle verra s'il y a des choses qui adhèrent pour elle, et si elle décide de m'appeler en rendez-vous découverte, ou si elle voit que ça correspond pas. Et donc les supports papier, bien sûr que c'est à l'ancienne, mais c'est tout aussi important. Donc en fait, pour résumer un petit peu tout ça, que ce soit dans l'accompagnement des particuliers ou dans l'accompagnement des thérapeutes et praticiens du bien-être, les séances à chaque fois sont des séances ouvertes. Pour les particuliers, ce seront toujours les mêmes séances. Elles peuvent durer entre 1 heure et 2 heures. Donc je demande à mes clients de prévoir du temps et de ne pas avoir de rendez-vous pour pas être pris par la montre. Et dans ces séances-là, arrive l'outil dont la cliente a besoin. En fonction de ce qui se passe entre elle et moi dans la séance, je vais utiliser tel ou tel outil. C'est vraiment des séances ouvertes et ça donne une liberté à la thérapie qui est vraiment, je vais dire nécessaire, mais qui est très intéressante. Pour les professionnels, il y a 5 sessions, il y a 5 sujets, donc on est dans le cadre de ces sujets-là, mais ce sont aussi des sessions ouvertes. C'est pour ça que je prends une demi-journée pour qu'ils puissent, dans ce sujet-là, pardon, me parler de tout ce qui se joue pour eux, vraiment. Et à chaque client, ça va être différent. Non, tout le monde n'a pas le syndrome de l'imposteur de la même façon. Chacun ne le vit pas au même niveau ni au même rythme. Donc, ils vont vraiment pouvoir avoir un espace où le perso va avoir aussi des infos à nous délivrer pour comprendre d'où ça vient, quelle est l'origine. Donc ce sont aussi des séances ouvertes. Alors bien sûr, je sais où est-ce que je dois aller voir pour libérer la personne de ses croyances, etc. Puis ma médiumnité m'a donné pour ça. Donc dans le pro aussi, ça intervient. J'ai aussi des messages des guides des clients. Donc voilà. Je voulais préciser aussi que les personnes cartésiennes peuvent venir me voir. Parce que j'ai des clients qui sont très cartésiens, qui me disent alors moi je vous préviens, tous vos trucs là, j'y crois pas du tout, me parlez pas de ça, me parlez pas de spiritualité ou d'au-delà, je veux pas en entendre parler. Ok. Petit 1, ces personnes-là finissent toujours de même par me poser des questions. Mais quand même, comment ça marche votre truc? Et je trouve ça très attendrissant. Et si c'est pas le cas, je respecte complètement ce que vit la personne. Chacun va recevoir ce qu'il est en capacité de recevoir à l'instant T. Je suis pas là pour défoncer des barrières ou forcer le passage. Pas du tout. Ça fait partie du respect qui est dû au client, le respect de ses croyances ou pas, de ses considérations et vraiment d'en tenir compte dans la thérapie. Donc oui, on peut avoir des thérapies plus cartésiennes, ça me dérange pas du tout. Ils ne me transformeront pas et je ne suis pas là pour les transformer. Donc ils vont pas me dépercher parce que je suis perchée, mais malgré tout, je suis tout à fait capable d'avoir un discours cartésien et de faire des thérapies au plus proche de leur fonctionnement. Il n'y a aucun problème. Super. En tout cas, c'est bien clair et je pense que toutes les personnes qui nous regardent voilà, ont un peu plus une vision précise de ce que tu proposes, de comment tu travailles, ont senti aussi ta personnalité, les choses qui sont importantes pour toi, les valeurs que tu défends, donc ça c'est hyper important. Il y a une petite chose sur laquelle on n'est pas encore venu, alors on a un petit truc en commun, c'est que toutes les deux nous sommes de jeunes autrices. Oui. Et du coup, bah, je voulais que tu puisses nous parler peut-être un petit peu de ton livre et voilà, de comment tu as eu envie d'écrire et puis surtout, bah, qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans, comment il peut nous accompagner à titre personnel. Voilà. J'aime entendre à 50 ans que je suis jeune. J'aime ça. En fait, ce livre, c'est un premier roman. Il s'appelle Dans le cœur d'une médium. Je l'ai écrit pour moi-même au départ et il m'a fallu 10 ans pour l'écrire. Donc ça a été une espèce de journal intime où j'écrivais ce que je vivais, ce que je ressentais, ce qui se jouait pour moi. J'y ai décrit aussi l'arrivée de ma spiritualité, etc. Et toute cette ouverture. Et quand je suis arrivée en Bretagne avec tous les abracadabras qui se sont passés ici, je m'entends dire, publie-le. Et moi, je dis, bah, la façon dont ça a été écrit, c'est n'importe quoi. Hors de question de donner ça aux gens, ils vont pas comprendre. Publie-le, publie-le. Puis ça martelait, ça martelait. Et on me disait, mais tu dois le réécrire. Écrire un livre, réécrire un journal intime. Ok. Vous vous ennuyez là-haut, vous avez rien trouvé de plus marrant. Et donc, je me suis dit, allez, chiche que j'essaye. Et donc j'ai réécrit ce livre et ça m'a pris 2 ans pour le réécrire d'une manière publiable et acceptable pour mes lecteurs. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire et pourquoi? Et donc c'est un livre qui est autobiographique, c'est vraiment une biographie de tout ce que j'ai vécu. Et comme j'ai eu une vie pas facile et avec beaucoup d'abracadabra, je me suis dit, je vais m'en servir comme d'anecdote pour expliquer aux gens comment moi je m'en suis sortie
Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui s'est joué derrière? Qu'à l'époque, bien sûr, j'avais pas les mêmes convictions qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, bah, les messages me sont passés sous le nez. Et qu'est-ce que ça aurait pu provoquer de différent dans ma vie? Donc je me suis dit, je vais donner un caractère initiatique à cet ouvrage. Et donc je l'ai écrit à quatre mains. Donc c'est autant moi en tant qu'individu que moi avec mes deux petites mains de thérapeute qui ont écrit ce livre. C'est pour ça qu'il y a deux polices de caractère différentes pour montrer quand est-ce que c'est la thérapeute qui s'exprime ou quand est-ce que c'est l'individu qui raconte un peu son existence, ses expériences et en quoi ça m'a transformé. C'est donc un ouvrage autobiographique et initiatique. Super. Et alors, si on veut se le procurer, on fait comment? Pour l'instant, je n'ai pas encore mis la boutique sur mon site internet puisqu'il est encore en cours de développement. Donc, on m'envoie un petit mot sur WhatsApp ou un petit mail et je m'occuperai de la livraison et de la commande. Voilà. Parfait, parfait. On peut Et aussi le alors, commander sur librinova.com, ok, tout super. Qui est simplement. donc ton éditeur, c'est ça? Oui, c'est une maison d'auto-édition que j'ai choisie. Et si un éditeur est convaincu par mon livre, il peut aussi me contacter. Yes, Il n'y a pas de problème. J'aime très bien les bien. pages publicitaires, moi. Ben, c'est important. Alors, ben, justement, on va continuer sur cette lancée. Si quelqu'un souhaite prendre rendez-vous avec toi, comment tu procèdes? C'est quoi le mieux pour avoir accès à tes accompagnements? Alors, j'ai un site internet, tout simplement, kantakarma.com, donc Kanta avec un QU et Karma avec un K. Vous pouvez aussi me trouver sur ma centrale de réservation qui est C fixé, donc grand C et fixé, sans l'accent. Et voilà, vous cherchez Christelle Colémossin, médium et thérapeute, et vous me trouverez sans difficulté. Vous avez aussi mon réseau Facebook qui porte mon nom, donc c'est facile à trouver, ou Instagram de la même façon. Et si vous avez trouvé ma carte de visite dans un commerce, vous pouvez aussi m'appeler. Super, Ou m'écrire un mot, WhatsApp, enfin tous les supports, hein. Moi, je suis multi-support, donc je suis quand ça même assez marche. facile à trouver. Si vous croisez ma voiture, il y a mon numéro sur les fesses de la voiture. Super, visible de toutes les manières possibles et inimaginables. On voit que tu as travaillé ta visibilité. C'est ça. J'ose me mettre en avant pour C'est être ça. connue et pour pouvoir aider un maximum de gens, en fait, tout C'est ça. simplement. Bon, de toute façon, toutes les informations sont sous cette vidéo et donc vous retrouverez effectivement le mail, le numéro de téléphone et toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour contacter Christelle. Écoute, Christelle, on arrive au terme de cette interview. Je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir voilà, délivré ton histoire, de nous avoir partagé ta passion de ce que tu fais, parce que s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que on sent que tu es animée par ça et que tu le Ouais. fais avec tout ton cœur. Ça transpire à l'écran. Donc, bah, Mais je sais tant mieux. pas, voilà, si nos auditeurs ont aimé cette interview, ils peuvent liker, partager, voilà, commenter, pourquoi pas. Je me ferai un plaisir, Manifestez-vous. voilà, de pouvoir transmettre les informations à Christelle. Et puis, bah, écoute, Christelle, je te souhaite une belle fin de journée. On se Toi retrouve aussi. très prochainement sur la chaîne pour une prochaine interview. Merci de nous avoir suivis et à Merci pour bientôt. cette belle opportunité. Merci beaucoup Je t'en prie, de m'avoir Christelle. permis de m'exprimer, d'exprimer toutes ces belles choses. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Bye bye.